pense que c'est Allez, Monsieur Norman Genius Chatrier, bienvenue. merci. Comment vas-tu? Eh ben, ça va très très bien et que je suis extrêmement heureux de te recevoir pour cette chaîne qui, habituellement, faut pas se le cacher, traite de santé, de performance. Ouais. On voit. Ah oui, c'est vrai. On voit la ça veille. s'incarne. Oh, t'es là, t'es C'est là, frais, c'est t'es présent, saillant. C'est vrai. Pourtant, manque de sommeil. Manque de Nouveau sommeil. papa, on en parlait juste Ouais, avant. mais ça c'est normal. Ouais. Écoute, je suis surtout un gros geek. Moi, j'ai vécu et grandi avec la Japanimation. Je suis parti vivre au Japon pour ça. Tu m'as dit, ouais. Bon, jeux vidéo, manga, passionné. J'ai appris le japonais pour ça. Ça m'a jamais lâché, vraiment, cette pop culture, Ouais. comme on dit, qui pour moi fait vraiment partie de la culture. Et derrière les écrans, j'ai aussi développé mon imaginaire. Derrière les écrans, j'ai aussi développé des compétences et des pans de ma vie et de ma personnalité que je renie pas du tout. Ouais. Même si je parle tout le temps de santé. Je suis le premier à décrier le fait qu'on passe trop de temps devant les écrans, etc. Et que maintenant que j'ai un petit, ça m'intéresse de plus en plus. Je suis extrêmement content de parler à quelqu'un qui a marié sport, e-sport, qui est une figure justement de la démocratisation du jeu vidéo dans la culture, que tu peux l'être. Donc je suis ravi de t'avoir ici. Merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir. C'est vrai qu'on a mis du temps, on a repoussé 2-3 fois à cause de nos emplois du temps. C'est comme ça. Et les enfants, les bébés, les machins, etc. Tu sais ce que c'est, mais un grand merci, je suis très content. Et puis c'est vrai que ton profil, il est différent de ce qu'on peut avoir dans le jeu vidéo et l'e-sport. Ouais. Donc, franchement, j'ai hâte de savoir ce que tu vas me poser comme question. J'en ai plein. Je suis prêt. Mais j'en ai. mais à mon avis, avec toi, on va pas avoir de difficulté à trouver des thèmes. Je suis prêt à tout. Ouais. Écoute, je t'ai découvert sur Game One, à mon avis beaucoup. Comme beaucoup de gens. Feu Game One. Feu Game One, ouais, exactement. C'est très triste, mais moi, c'est vraiment une chaîne qui m'a accompagné toute mon enfance. Parce qu'en plus, on a le même âge. On a le même âge, 87, les meilleurs. Les meilleurs, dédicace à tous les 87. Ouais, vraiment, si vous êtes de 87, soyez fiers. Donc ouais, t'as connu les débuts, la création et la fin de la chaîne. Ouais. Triste fin. Ouais, triste fin, c'est terrible. C'est la même chose que quand on était petit, voir le Club Dorothée partir. Exactement. C'était vraiment la même émotion. Exactement. Parce que Marcus, parce que les après-midi passés devant Cowboy Bebop et la premier temps. Cowboy Bebop. Voilà, j'ai découvert sur Mais bien sûr. sur Game One Cowboy Bebop. Contrairement à toi, les gens le savent, je suis pas fan de Japanimation. Ouais. J'aime bien, je respecte, je suis pas fan. Comme Marcus d'ailleurs, qu'on embrasse. À chaque fois il le dit, mais il y a 2-3 animes qui m'ont marqué quand même. Et Cowboy Bebop. Mais bien sûr. C'était qui après a fait Samurai Champloo. Ouais. Samurai Champloo très fort, et c'était les Samurai Champloo qui m'a fait découvrir Nujabes, qui est l'un des plus grands compositeurs, qui est décédé japonais. Okay. Si tu connais pas sa musique, vraiment à découvrir. Grand génie. Mais bref, Feu Game One donc m'a fait découvrir quelqu'un qui, surtout, je le disais à ma chérie là il y a encore peu de temps, fait énormément rire. Non mais vraiment, tu sais ce que je ressens quand je te vois sur un plateau télé. Ouais. Et j'ai hâte que tu nous parles de projets, parce que je pense que dans le cinéma ou dans certaines choses, tu pourrais cartonner. Je ressens les premiers temps d'Eric et Ramsey. Quand ils étaient sur les plateaux télé, c'était le bazar. Ah ouais, tu sais, ça allait loin. Ça fusait dans tous les sens. Mais je ressens un petit peu ça avec toi. C'est vrai, écoute, la comparaison est flatte. C'est gentil. J'ai connu... moi aussi, je suis grand fan d'Eric et Ramsey. Ils ont bien changé avec le temps, tu vois, en bien dans le mieux. Dans peu de choses. Et c'est vrai que... Je sais pas si je suis aussi foufou qu'eux, mais j'aime déconner, j'aime faire marrer les gens. Ouais. Et je suis content que tu le ressentes. Ouais. Et t'as l'œil qui brille aussi. Tu sais, je le sens. C'est ça. Le vif. Ah non, mais c'est vrai, t'as la vivacité aussi d'un Laurent Baffy quand il était sniper, tu vois. C'est-à-dire, il se passe rien, mais il va déclencher un petit truc. Le petit truc qui va sortir au bon moment. Et tout le monde, bam. Ah, lui, Laurent, c'était la ref. Hein. Ouais. Enfin, c'est toujours la ref, d'ailleurs. Oui, c'est toujours. Qui est-ce qu'on pourrait détrôner comme ça? En snipos, ça se fait plus trop, les mecs, tu sais, qui sont là juste pour balancer de la vanne. C'est un exercice qui est difficile. Hein. On comble les silences, généralement. On comble les silences, exactement. Ouais, on met du bruit pour voir si ça agite, mais en fait, on se rend compte de plus en plus que c'est les esprits réfléchis qui restent en silence derrière et qui... il est bon, il commence bien. Tu me compares avec Ramsey et Baffy. Ah ouais, voilà. Il est beau, celui-là. Et ben on va continuer. Que les jeunes ont peut-être... pas connu, ou les jeunes connaissent peut-être pas aujourd'hui. C'est possible. Je sais pas. C'est possible, même parce qu'il reste quand même un peu actif. J'ai vu qu'il faisait quelques émissions, Eric et Ramsey, sur Prime ou quoi. Ouais, Eric et Ramsey, ils sont quand même, je pense qu'ils sont encore quand même... Ramsey, c'est fou, parce qu'on en reviendra tout à l'heure sur l'acting, parce que c'est marrant que tu soulignes ça. C'est vrai que Ramsey,
il se bonifie en tant qu'acteur. Franchement, vrai. moi j'adore aussi Eric Judor, j'ai toujours adoré les deux, mais c'est vrai que la trajectoire que prend Ramsey au niveau de sa carrière, déjà je pense qu'il a l'agent de Denzel Washington. Le mec, il fait 32 films par mois et il est vraiment, mais à chaque fois il est de plus en plus juste. Oui, il s'améliore énormément. Bon, et franchement, j'allais dire, je suis fier de lui comme je le connaissais. Ouais. Je lui ai serré la main. Oh, il y a longtemps. Tu t'es lavé la main depuis ou non, pas? regarde. Tu gardes la main. Elle est toujours là. J'ai mis un gant. Palais des Glaces, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Ou 28, je devais avoir peut-être 10 balais, 10 ans. On était au Palais des Glaces. C'était à l'époque où il commençait. Il faisait les Eric Ramsey, les spectacles avec le tableau et tout. Il sort de... incroyable. Monsieur Dutilleul. J'avais compris Crémaillel, ceux qui ont la ref. Et j'étais avec un pote et il sort du Palais des Glaces et il y avait un sketch avec un sandwich, tu vois. Ouais. Je mangeais un sandwich. Mais non. Et il m'a dit, je peux goûter. J'ai rigolé, il est parti. L'histoire incroyable. Ramsey, si tu écoutes, si tu regardes ce podcast, cette vidéo, sache que je ne t'ai jamais oublié. Oh là là, magnifique. Voilà, anecdote qui ne sert à rien, mais j'aime bien le placer. Ah ouais, bien sûr. Non, mais attends, tu sais, ça peut marquer les esprits. C'est-à-dire, quand t'es petit, j'ai serré la main de Ramsey, ça t'engage. C'est un gage de qualité. Bien ça sûr. m'a ouvert des portes. Évidemment. Non, mais on sent beaucoup de cette génération, à mon avis, qui t'a impacté dans ta manière d'être sur les plateaux télé et en public. Et en privé aussi, ce qui est très agréable. Je pense que quand on sent que c'est naturel, qu'il n'y a pas quand le clap est là, tout d'un coup, une transformation de personnalité, en fait, quand il y a une continuité entre on connaît, je pense, ce genre de personnes qui peuvent J'en connais. Jouer. Alors, pas forcément dans la mauvaise chose, c'est juste qu'il y en a qui changent un petit peu, ou qui forcent le trait. Moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance et ce naturel de me dire que je suis exactement pareil. Ouais. Déjà, je suis plus diff, parce qu'au bout d'un moment, notamment à l'époque de Le Stream, où tu faisais 132 émissions par jour, tu sais, tu dis pas, ah tiens, je vais être comme ci, comme ça. Et en fait, les gens le ressentent, parce que je suis vraiment, j'aime vraiment les gens. Je suis comme ça. J'ai fait beaucoup de scènes au début, de salons que je faisais, notamment avec KNE, qu'on embrasse. Et enfin, de scènes. Je faisais je compte les gens. J'étais pas au Palais des Glaces, quoi. Ouais. Mais et du coup, j'aime vraiment les gens et je suis pareil, tu vois, la caméra scoop, je suis pareil en soirée avec des gens que devant la caméra. C'est ça qui est très agréable. Faut aimer les gens quand tu fais ce métier. C'est clair. Sinon, même si tu les défonces sur Tekken. Ouais, exactement. Ça, c'est mon boulot, c'est pas pareil. Attention, on rigole plus. Je fais à part des choses. Mais t'as raison. C'est important de le souligner parce qu'on va parler des écrans, on va parler des jeux vidéo, et là on parle justement du lien humain qui n'est jamais à renier, qui est jamais absent. Enfin, même si on est passé sur du pur en ligne, même s'il y a moyen encore de trouver ce que nous on ressentait quand on était 4 sur le canapé à jouer à Mario Kart quand on était petit. Dédicace encore à Marcus qui lui il prône ça, c'est Monsieur Canapé. Bien sûr, parce que Marcus, mine de rien, Marc Lacombe, grand monsieur. Grand monsieur, très grand monsieur. Alors c'est rigolo parce que mon fils s'appelle Marcus, mais c'est pas du tout en référence. Mais non. Référence à Guy Enfoiré, ça. Voilà, tu sais, tous les geeks en soi. Tous les geeks de Marcus ou Guy Enfoiré. Et même pas, c'est Marc Aurèle, Marcus Aurelius. Ouais, ok. Plus le philosophe. Mais bref, c'était une grande inspiration, évidemment. Moi, je le définis comme... pas ton fils, mais Marcus. Comme je dis, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas, je dis c'est le Michel Drucker du jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Comme ça, les gens, ils voient à peu près. En moins vieux. En moins vieux. Déjà il est vieux. Il est pas tout jeune, mais ouais, c'est le premier mec à avoir démocratisé, enfin, vraiment avoir déjà inventé un concept. Ouais. Level 1, qui est le premier let's play. Tous les streamers du monde entier aujourd'hui lui doivent ça. Donc c'est quand même fou d'avoir créé ça, mis en place ça. Je lui ai toujours dit, si t'avais breveté. Tu nous aurais racheté Game One. C'est clair. Tu m'aurais racheté moi. Racheté moi, on n'aurait pas eu ces problèmes-là. Incroyable. Tu vois. Mais d'avoir créé ça, c'est fabuleux. Et pour l'avoir rencontré en 2012-2013, c'est la première chose qui m'a marqué. C'est vraiment... c'est un mec aussi gentil en vrai qu'à la télé. Tu sens bienveillance, tu le sens à l'écran. C'est pour ça que les gens l'aiment et c'est pour ça qu'il est encore là depuis toutes les années. C'est le papa le grand-père de jeux vidéo maintenant, tu vois. Et tu sens ce truc tout de suite, il s'accroche et franchement... Tu l'as déjà rencontré, tu le connais? Jamais. Tu l'as jamais rencontré? Faut que tu le fasses venir. Clairement. Attends, bien sûr. Il va adorer, il va venir. Je vais te l'envoyer. Envoie-le-moi. Je vais t'organiser ça. Tu sais, ce genre de profil-là, passionné,
bienveillants, qui ont démocratisé tout un pan de notre culture, qui on doit beaucoup. Moi, c'est ce que j'aime, très sincèrement. C'est les choses qui sont pas dualistes, pas binaires. C'est-à-dire, c'est pas noir ou c'est pas blanc. Moi, mes parents, ils connaissaient pas les jeux vidéo. Pour eux, c'était noir. C'est-à-dire, c'est mauvais, c'est les écrans, tu bouges pas, tu sors pas dehors, etc. Tu vois pas tes copains, bien sûr, etc. À partir du moment où quelqu'un sait apporter de la nuance, peu importe la pratique, c'est dire que, tu sais, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés dans tout. Exactement, comme dans tout, tu as raison. Et c'est la manière dont on a d'interagir avec cette chose qui va déterminer la résultante, ce qui va faire que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est toujours ta manière de l'appréhender. Moi, je me dis, mince alors, je pense que ça, c'est intelligent. Ouais, complètement. Tu vois. Et Marcus, il est dans ça, c'est-à-dire, en fait, on s'en fiche que ce soit un écran avec des manettes. On est là pour passer un bon moment. Exactement. Et il savait le faire. Et c'est vrai que le concept à l'époque, tu disais mais c'est quoi cette histoire? Tu regardes quelqu'un jouer aux jeux vidéo. Pourquoi tu joues pas toi-même? Pourquoi tu regardes un autre faire ça? C'est ça. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que c'était à la frontière entre le divertissement et l'apprentissage presque. Parce que t'es dans un... Comme quand tu ouvres un livre, tu plonges dans un univers, mais seulement là, il y a un narrateur. C'est Marcus. Il est là, il fait des trucs. Et tu regardes ça. C'est une aventure. Il a toujours voulu... tu parles de canapé, en fait. Il a toujours dit... on va voir. Dit dans les médias et quand il m'a dit la première fois, il voulait vraiment l'émission, c'était faire découvrir le premier niveau d'un jeu comme si tu étais sur le canapé avec lui. Donc c'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle Level 1. Parce que souvent il va pas au-delà du 1. Non, je déconne. Surtout en 20 minutes. Exactement. Non, il est pas mauvais. On dit toujours qu'il est mauvais. Je pense pas qu'il soit mauvais, mais c'est qui était rigolo. C'est la rengaine, c'est qu'il se plante. Comme il découvrait pour la première fois aussi. On est tous nuls au début. C'est pas facile. C'est pas facile. Et dans les vieux jeux, il n'y a pas de niveau de difficulté. Attends, à l'époque, tu vois, c'est pas facile. T'es là, bon, il check un peu, mais condition du direct, quoi. Condition du direct. Et puis, premier niveau de Tomb Raider, vas-y pour tuer les loups, quoi. Tu vois. Les loups, l'ours, machin. Évidemment. Donc, The Boulet. Donc, Marcus, les gros doigts, tous les pseudos. Mais moi, j'ai une petite phrase concernant Marcus. Je dis, il est aussi mauvais qu'on le pense, mais pas aussi nul qu'il ne le croit. J'aime bien cette phrase, qu'elle veut rien dire, mais j'aime bien. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien, c'est ma petite phrase que je pense que je balance pour lui. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un que j'aime énormément, à qui je dois aussi un petit peu, parce qu'il m'a on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais il m'a aussi aidé, quoi. Eh ben, si tu veux, on fait le côté parcours de Norman Genius maintenant. La genèse. Je te suis. Alors, si tu veux, depuis la naissance, non, je rigole. Alors, l'hôpital, tu sais, j'avais 5h37. Ma couette était chaude. Péridurale. Non, mais voilà. Comment tu t'es construit? Comment tu en es arrivé là? Et les personnes importantes comme Marcus sur ton parcours, si tu veux nous présenter tout ça. Bien sûr, bien sûr. Moi, déjà, pour le jeu vidéo, j'ai une approche assez particulière. C'est que moi, j'ai consommé le jeu vidéo très tôt. Je pense comme toi. J'ai commencé à jouer, j'avais 3 ans. Avec quoi? Ça devait être... c'est mon frère était le seul geek de la famille. Le seul joueur, c'était un de mes frères, parce que j'en ai 2. Que je salue, et c'était lui vraiment qui jouait. Ils aimaient bien aussi les jeux, mais lui était vraiment un joueur, et il m'avait gardé la Master System. Mon premier souvenir que j'ai, alors il jouait à l'Amstrad CPC, l'Amiga et tout, etc. Il me montrait un petit peu, mais la vraie console où j'ai dosé moi-même, c'était la Master System. Donc ceux qui n'ont pas connu cette époque bénie, l'époque bénie d'Antiquité, une première console où il y avait un jeu intégré dedans. Et oui. C'était Alex Kidd d'ailleurs. C'était Alex Kidd, incroyable. Avec quand même le pierre feuille ciseaux. T'avais un jeu, mais d'une difficulté. Atroce. Je pense qu'on se rend pas compte de la difficulté à l'époque des jeux. Les mecs qui moi j'étais sur Super Nintendo plus tôt. Ouais, moi aussi. Et des trucs comme ça. Tintin au Tibet. Les mecs qui parlent attends. J'allais dire Elden Ring et compagnie, il va jouer à Tintin au Tibet. Tintin au Tibet. Le premier niveau de Tintin au Tibet, dans le wagon, c'est l'enfer. Donkey Kong Country. Donkey Kong, tout ça. Dans la mine. Dans la mine et tout. Les jeux de l'époque, les gars. Donc, il m'a fait découvrir ça. Et tout de suite, j'adorais ce rapport entre l'être humain et la machine. Tu sais, moi, comme dire, on en reviendra avec le sport, où il y a des variantes, des variables. Tu te dis que il y a ça qui peut rentrer en compte, il y a l'endurance, il y a le physique, etc. Là, c'est que ton cerveau, tes réflexes, tes mains, direct avec la machine. Tu vois, cette connexion qu'il y a eu. Moi, je suis quelqu'un de très obsessionnel. J'aime bien le côté réflexe, j'aime bien le côté répétitif. Et c'est quelque chose qui m'a plu tout de suite, avec évidemment le côté évasion. Moi, je suis fan de cinéma, fan de musique. C'était un loisir vraiment à part entière que j'ai découvert. Et franchement, l'arrivée du jeu vidéo, c'était absolument... C'était magique pour moi. C'était magique. Je permets une encartade durant ton parcours. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans les nouveaux jeux vidéo et qui sont hyper réalistes.
Et le fait je peux boire en même temps. Hein. Ouais. On est à la maison. Non, c'est interdit. Genre, mec, 1h30, la bouche sèche. C'est du café, hein, pour ceux qui... c'est le fait que de plus en plus j'ai l'impression que à part certaines licences, les jeux me tombent un peu des mains. Ouais. Et j'ai essayé de mettre le doigt là-dessus. Pourquoi maintenant, alors que depuis toujours ça me passionne et j'arrive à accrocher, tu as moins d'accroche, t'es moins plongé sur la dedans. longueur. Voilà, je me plonge moins dedans. Alors que les vieux, si tu veux, Final Fantasy, les vieux jeux comme ça, qui étaient jolis, mais pas du tout hyper réalistes, où tu as un petit bonhomme qui se déplace dans un écran, j'avais l'impression que parce qu'il manquait de réalisme, ton cerveau devait combler et te projeter par l'imagination dans un univers, comme quand tu lis un livre, si tu veux. Bien sûr, bien sûr. Alors que maintenant, où on te propose un univers qui est juste toute l'imagination finalement est faite pour toi. Ouais, c'est tellement réaliste, tellement bien fait. Que je regarde presque un film et ça s'essouffle au bout de quelques heures. Tu sors du truc. Je sors un peu du truc. Est-ce que toi, ta pratique ou ta vision du jeu a un petit peu évolué? Alors évidemment, le versus facing, c'est différent parce que tu as une performance derrière à fournir. C'est autre chose. Mais dans le côté, je plonge dans un imaginaire. Tu vois, je m'immerge complètement. Est-ce que tu as l'impression qu'avant c'était différent, maintenant c'est différent? Déjà, pour répondre à ce que tu viens de dire, je pense que tu ressens un petit peu le côté gavé dans le sens où on en a tellement vu, tellement vu depuis. Tu vois, quand tu arrives, tu es jeune, c'est le début du jeu vidéo, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas une concurrence incroyable. C'est comme dans le cinéma. Aujourd'hui, on a tellement tout vu, tout eu. Il y a des milliers de nouveaux jeux qui sortent, différents IP, différents styles, différents graphismes, etc. Tout. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien plus dur d'être happé, d'être captivé. Okay. C'est ce que je veux dire. Et comme tu dis, toi, je pense que de ce que je vois un petit peu, on se connaît depuis très peu de temps, mais ouais, tu as besoin de l'imaginaire, tu as besoin de ce côté un peu fantaisie. Et comme aujourd'hui, mine de rien, il y a de plus en plus de jeux qui se rapprochent aussi du côté réaliste. Ouais. Et en fait, on a tout vu. En fait, des jeux, tu vois. Donc je pense que tu es un petit peu. Ouais, peut-être. T'es moins surpris, tu es moins émerveillé. Oui. C'est peut-être ça. Il y a la nouveauté en moins. Il y a la nouveauté, etc. etc. Moi, c'est pas pareil. Moi, j'aime tous les styles. Franchement, j'aime être plongé dans un univers fantasy. J'aime les jeux réalistes. Tu vois, mes jeux préférés, mes licences préférées, c'est GTA. Ouais. Tu vois, est-ce que ça a un rapport avec le cinéma? Il y a eu plein de licences incroyables. Il y a Oddworld qui m'a fait rêver. Exodame. Exodame, incroyable. Moi, je suis fan. Moi, j'aime bien. Je joue vraiment, vraiment à tout, à part non, je pense que je joue à tout. Jeux de sport, jeux d'aventure, jeux de trucs. Donc, moi, c'est pas ça. C'est qu'avec le temps, évidemment, comme je suis joueur e-sport, quelque chose qui m'a un petit peu lâché. Mine de rien, c'est le multijoueur. La performance a pris un peu le dessus. Déjà parce que j'ai moins de temps. Franchement, j'ai le temps aujourd'hui. Je peux jouer 2-3 heures le soir, ce qui est déjà bien, pas tous les soirs, etc. Mais c'est vrai que quand tu as goûté au multijoueur, vraiment de ne pas grinder dans un jeu, mais de grinder dans la vie, je sais que c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas forcément à identifier. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Bien sûr. Ça n'enlève pas l'amour que j'ai pour le jeu vidéo, c'est juste que j'ai moins de temps et j'en fais moins. Mais il y a des jeux qui peuvent, tu vois, par exemple, je sais que pendant le Covid, j'ai fait Cyberpunk. Cyberpunk, je croyais en ce jeu dur comme fer. Je dis, vous allez voir, c'est un chef-d'œuvre. Les gens criaient parce qu'évidemment, il est sorti sur PS4, c'était une cata, etc. Oui, il y a eu toute une polémique. C'était un bordel, etc. Cyberpunk, ça m'a transporté parce que tu as ce petit côté fantasy, tu as ce côté réaliste. C'est un jeu absolument extraordinaire. Extraordinaire, donc c'est un chef-d'œuvre. J'ai fait Astrobot. Mais oui, donc paraît-il qu'il est aussi fabuleux. Alors, franchement, on a connu toutes les rêves des jeux de plateforme. Moi, je suis un grand fan de jeux de plateforme. Tu vois, tu parlais dans Donkey Kong Country, je le refais une fois ou deux par an. Magnifique. Et Astrobot, c'est vraiment un hymne à tout ce qu'on a connu. C'est un hommage à tout ce qu'on a connu au niveau de... Alors, ça révolutionne pas forcément, mais c'est pour moi... J'avais fait pour mon fils. J'avais fait avec mon fils et au final, je l'ai fait du début à la fin à 100%. C'est absolument fabuleux. Et le jeu que je suis en train de faire en ce moment, et du coup, je mets Tekken de côté, c'est Crimson Desert. J'ai vu passer quelques stories. Et ça, pareil, c'est pareil, c'est le côté tellement bien fait, mais là, ça pourrait te plaire. Tu as le côté vraiment fantasy, un petit peu narratif. Mais moi, c'est vraiment pas comme toi. C'est juste qu'avec le temps, je suis un mec, j'ai toujours aimé la performance, le skill. Et ça prend le dessus par rapport au solo. Mais de temps en temps, c'est bien, je m'y intéresse, je joue, j'emprunte, je fais des jeux, je les fais quelques heures, etc. Parce que déjà, je suis un peu obligé, parce que j'en parle quand même dans les médias. Mais ça me permet aussi un petit peu de revenir à quelque chose vraiment plus de basique, de terre à terre, je veux dire. Et c'est un plaisir différent. Il ne faut pas oublier que le jeu vidéo, c'est ça aussi. Comme je te dis, je suis un grand fan de cinéma. Tous les soirs, je me fais un demi-film.
Je dis bien demi parce que j'ai plus le temps de faire un film entier. Si tu me fais rire, tu te reconnais bien tu sûr. te reconnais tellement. Là, on vient de terminer hier Magnolia avec 2000, Tom Cruise. Attends, mais c'est marrant. Je l'ai vu pour la première fois. Pourtant, c'est Paul Thomas Anderson. Je l'ai vu pour la première fois il y a genre 2 semaines. Ben voilà. Moi, je l'ai vu pour la première fois hier. Mais non. Et il dure 3 heures. On l'a vu en 4 fois. J'ai dû le voir en 3 fois. Il y a le paiement en 3 fois. Nous, c'est visionnage en 3-4 fois sans frais. C'est terrible. Et t'es là, attends, il faut que je me souvienne de ce qui s'est passé hier. Tu sais, tu te remets à chaque fois dans les films. Tu te remets, attends, j'étais, etc. Mais voilà, moi, c'est comme ça avec les jeux. Mais c'est bien de temps en temps de revenir à un jeu solo. Et tu vois, Cyberpunk, Astrobot, il y en a eu plein d'autres. Mais moi, j'ai un profil différent. J'essaie de tout couvrir. Il y en a, ils font pas du tout de multi. Oui. Il y en a, ils détestent ça, ils sont pas du tout. Enfin, ça catche pas, ils ont pas le truc, tu vois. Mais tu as raison dans le sens où une fois que tu as goûté à la performance, moi je me souviens que le seul jeu multijoueur dans lequel je suis rentré pour faire des compètes, rentrer dans des ladders, etc. À l'époque, c'était Battlefield 2. Mais non. Tu vois, un des meilleurs Battlefield. Fabuleux jeu. Meilleur FPS, bien sûr. Fabuleux jeu. Et donc on était rentré dans le top 10 français avec mon équipe ouais. et tout. Vraiment, on est allé loin. Ça touche. Et après, la vie au Japon, quand j'étais parti, a fait que j'ai pas allé plus loin. Bref. Il y a un truc que tu déverrouilles dans ton cerveau à un moment, quand tu touches au multijoueur et à la compétition. C'est-à-dire, tu commences à te dire, je peux quelque part hacker ou tweaker ou trouver un truc où je rentre dans les arcanes du jeu pour, au pixel près, suroptimiser le truc, tu vois, et avoir des avantages sur l'adversaire. Qui est une logique d'interaction avec le jeu vidéo complètement différente. Je me laisse porter, tu découvres comme un Zelda et puis je me balade et puis c'est le jeu comme etc. Un livre, comme un machin, ce qui est l'essence de base du jeu vidéo. C'est un peu moi je prends cette image là, c'est un peu si tu te laisses balader dans un labyrinthe, un chemin quand tu es dans un livre et faire de l'e-sport, faire de multijoueur ou quoi à viser performance. C'est monter sur les rebords du labyrinthe pour le voir d'en haut, tu sais, et tricher un peu, voir les raccourcis, tu vois. C'est une jolie comparaison. C'est pas de la triche, mais je vois ce que tu veux dire. Et une fois que tu as goûté à ça, comme tu as dit, tu peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire tu vas toujours interagir d'une autre manière avec le jeu. C'est joli, franchement, c'est une bonne comparaison. Ou t'as aussi, pour ceux qui veulent un truc un peu plus terre à terre, c'est comme si tu jouais au poker avec des allumettes et que tu commences à jouer avec de l'argent. Tu vois, c'est ça. D'un coup, je ne joue pas au poker. Donc ça, t'as un truc différent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en 2025, non 26. Mec, vous avez vu que je ne perds. Vous avez vu les excuses du monde. C'est un jeune père. Je ne perds qu'il y a 8 ans. Et dis-toi qu'aujourd'hui c'est fou. Ils ont jamais connu le jeu solo. Ils ont une carrière des e-sportifs ultra connus. Fortnite, etc. Voilà, Fortnite, même League of. Il y en a, ils ont jamais connu ça. Et c'est très bien. C'est pour ça que c'est pas que c'est si fabuleux le jeu vidéo aussi, c'est que t'as 2 mondes qui s'offrent à toi. Et t'en as pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire. Mais moi, comme toi, j'ai connu. À l'époque où on n'avait pas Internet, on n'avait pas les jeux en réseau, on n'avait pas l'online, on n'avait pas YouTube, etc. Donc, c'est pour ça que c'est bien de temps en temps, tu vois, Crimson Desert, franchement, ça me fait un bien fou, quoi. Ça me fait un bien fou de plonger dans cet univers narratif, découvrir des personnages, cet open world qui est absolument fou. Ah ouais. Absolument fou. Ça a l'air incroyable. Laisse tomber. Donc voilà, quoi. Donc, pour revenir à ce que je disais, excuse-moi, on s'égare. C'est moi. J'étais sur quoi? Sur ma première expérience de jeu, voilà. C'était la Master System. Alex Kidd. On n'a pas. Là. Ouais, exactement. Alex Kidd, il y a. J'avais. Je sais pas, c'est quoi? C'est 92 Ouais, je dirais ça aussi. Enfin, il m'avait gardé. Après, comme toi, je suis très vite arrivé à la Super Nintendo. Nintendo et Super Nintendo qui a été mon coup de cœur absolu. Avec un jeu particulier. Franchement, évidemment, Mario World, Super Mario World et Donkey Kong Country. Il y en a eu plein. Enfin, il y a tellement de jeux sur. Jeux de plateforme. Moi, je suis vraiment un grand fan. Tu vois, ce côté répétitif. Tu découvres un monde magique où tu as juste ta croix, ton personnage. Ça encore aujourd'hui, j'en fais dès qu'il y en a un. En plus, c'est facile à faire. Ouais, et puis il y a ce côté-là chez Nintendo quand même où tu as une rigueur. C'est-à-dire c'est dans la simplicité qui place une rigueur extrême. Au pixel près, Mario y répond. Et donc, avec ce cadre qui est parfait, tu peux exercer tout ton skill en fait. Tu peux développer vraiment quelque chose. C'est ça que j'adorais. Parce qu'au bout d'un moment, quand la hitbox elle est pas bonne ou quand tu sens que c'est toujours un peu non, flemme. Non, là c'est vraiment. C'est au couteau, c'est magnifique et franchement, ceux qui n'ont pas connu, Mario, à part faire l'histoire de Mario, etc. C'était quoi, c'était comment, etc. Mais c'est vrai que le jeu de plateforme et la Super NES, ça m'a. Puis les jeux de combat à l'époque, Street Fighter, Killer Instinct, Street Fighter. Moi, j'étais plus jeux de combat. Enfin, c'était de la 2D, mais 2D, 3D. Moi, j'ai jamais été fan à la base de jeux 2D.
Okay. J'étais joueur pro Street Fighter, mais genre au 5. Et oui, d'accord. Tu vois, mais moi, j'étais fan de Mortal Kombat Killer Instinct. Mortal Kombat Killer Instinct, c'était incroyable. C'était fantastique. Donc Super Nintendo, grande époque. Quoi. On a le même âge. C'était quoi? C'était 93, 12? Ouais, je pense que moi, j'ai commencé en 92. 92, c'est ça, ouais. Je sais plus, j'aurais pu la situer. Parce que je sais que la PlayStation, je me fais un petit point de repère. La PlayStation 1, c'est 95. Ouais. Je crois 14 au Japon, 15 chez nous. C'est pour ça que je me repère un peu tout ce qu'il y a eu avant. Quoi. Donc, grand moment. Quoi. Ah ouais, bien sûr. Là, tu vis où? Tu fais quoi? T'as quelle enfance? J'ai une enfance idyllique. Voilà. Bon, scolarité, toujours compliquée. Parce que je suis pas... Comme les grands génies. Qui a aimé la scolarité française est devenu un grand monsieur? À part nos politiques. Je sais pas, mais j'aimerais en trouver. Quoi. Non, il doit bien en avoir. Il doit bien en avoir, je sais pas, mais moi, c'était pas du tout... Moi, je suis pas quelqu'un... Je suis pas académique, j'ai pas une logique compatible avec l'école. Bon, en tout cas, l'école française. En tout cas, ce qu'on nous propose comme cheminement, c'est-à-dire vous devez mémoriser des trucs par cœur. Et qu'est-ce qu'on fait par cœur en fait dans la vie? Pas grand-chose. Franchement, ouais. Écoute, franchement, je sais pas. Tu sais quoi? Je vais même pas mettre le doigt sur la scolarité et l'éducation française. Je sais que c'est un grand problème et que tout le monde n'est pas forcément d'accord. On a souvent comparé avec l'éducation en Allemagne, dans d'autres pays, etc. C'est juste que moi, j'étais assez bon quand ma mère me faisait bosser, mais dès qu'il n'y avait personne derrière, voilà, je faisais autre chose. Je sortais avec mes amis, je faisais beaucoup de sport et beaucoup de jeux vidéo. Ouais. Donc, non, c'était vraiment pas pour moi. J'adorais l'école parce que j'étais bien avec mes amis. Ouais. J'étais populaire. J'étais le gars de... Tu l'es toujours. Je sais pas si je suis toujours, mais bon, j'étais bien, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Okay. Et c'est une chance parce que je sais que c'est... Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'ados, beaucoup de jeunes qui vivent un enfer. Ouais, bien sûr. Donc moi, j'ai eu de la chance. Je dis bien, c'est une chance vraiment de m'être adapté, d'avoir eu ces capacités sociales, si je peux dire entre parenthèses. Mais par contre, j'ai vécu un enfer, avec les profs, avec le boulot, etc. Donc après, c'est moi, je travaillais pas, quoi. Donc à part ça, enfance idyllique, mes amis, mes parents, ma famille et l'aventure. Et l'aventure jeux vidéo, quoi. Beaucoup de cinéma, j'allais au cinéma souvent avec mes parents. Mais le soir, le week-end, en plus c'était à l'époque, les gens n'ont pas connu, tu pouvais louer des jeux vidéo. Oh, quel bonheur ça. Rappelle ça. Ah, c'est clair. Alors j'adorais parce que dans le petit truc où j'allais, le boui-boui, la location de jeux vidéo était à côté de la location des films pour adultes. je tournais la tête, je voyais des images où j'étais comme ça. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que je viens de voir? Mario Bros à côté de Cunu Aventure. Ah ouais, non, c'est quoi je vais prendre Donkey Kong Country et 2 fions pour un. Et puis le gars, tu sais, le vendeur, il est là, tout va bien. Ouais, je regarde le nouveau Killer Instinct. Ouais, c'est ça. C'est marrant. Il commence à saigner du nez et tout. Ouais. Bref. Ouais, ce que ça se fait dans les vidéoclubs. Moi, j'avais un vidéoclub à Neuilly. Et tous les samedis, c'était le rituel. Je me rappelle très bien, c'est quelque chose, c'est un peu ma Madeleine de Proust. On allait au restaurant chinois, je me rappelle, le samedi midi. On se faisait un musée, parce que moi, mes parents m'ont insisté pour me faire une éducation un petit peu, m'ont fait lire et m'ont amené beaucoup au musée, éducation, étudier la peinture et compagnie, etc. Bon, c'était pas fabuleux, ça m'intéressait pas trop, mais du coup, en même temps, c'est bien parce que je connais un petit peu aujourd'hui. Bah oui. C'était un peu le moment difficile à passer. Et après, 17h, on allait du coup, il se louait un film. C'est pour ça que j'ai une éducation, j'ai une grande passion du cinéma. C'était un film et un jeu, le vendredi. Oh, trop bien. C'est trop bien. Du coup, et on allait rendre tout ça le lundi matin. Et dans ta mémoire, il y a des associations qui se sont faites, du genre j'ai vu Jurassic Park et j'ai joué à Resident Evil. En vrai, non, mais par contre, à l'époque, tu avais beaucoup de films tirés de jeux. Oui, ben oui. Et donc, des fois, je voyais le film, je faisais le jeu, etc. Donc, mais des fois, je faisais l'assaut, tu avais des refs où je comparais des films, etc. Et je te dis, vraiment, c'était... je jouais autant aux jeux vidéo que je regardais de films. Peut-être je jouais plus aux jeux, mais j'ai toujours associé les deux. C'est pour ça que j'ai une grande passion du cinoche. Et mine de rien, le cinéma et le jeu vidéo, même si certaines personnes pensent le contraire, ça a beaucoup de points communs. Surtout aujourd'hui. Avant le jeu vidéo, c'est vrai que c'était les scénars et tout. Et puis les films tirés de jeux vidéo. On va pas reparler de Mario Bros 93. Ah non. Que je cite souvent comme quelque chose de lunaire. Quand même très compliqué. Tu l'as revu? Ouais. Faut le voir comme un nanar en fait. Ah, faut le voir, ouais. Ça sort de putain, avec des super acteurs, tu vois. Ah oui, non, mais c'est ça qui est fou. Bob Hawkins, John Leguizamo, etc. Des mecs, tu vois, et tu te dis, je l'ai revu. Moi, je les rappelle, même petit, j'ai trouvé que c'était invraisemblable. Ouais, même petit, tu te dis non. Non, ça va pas, non. Pas possible. Non. On avait quoi, du coup? On avait 5 ans? 6 ans, je sais plus. Et du coup, c'était, putain, les gars,
On prenait un petit peu, on faisait des films, c'était un peu pour les enfants en mode pas de scénar. Aujourd'hui, heureusement, c'est mieux. Mais en plus, ça faisait peur. Quoi. Ouais, c'était un peu chelou. Je regardais ça, j'étais pas bien. Ouais, c'était bizarre. Franchement, c'était. Il est où, Gentil Mario? Ouais, il est où, Gentil c'est compliqué. Donc voilà, super enfance. J'avais ça et puis beaucoup d'amis. Encore une fois, j'insiste. Je joue beaucoup au foot, tennis. J'ai une belle enfance. Ouais, comme quoi, jeux vidéo, cinéma, écran ne te coupaient pas du tout du lien de l'amitié, de l'extérieur. Pas du tout. Ce pont avec le cinéma, c'est peut-être que tu aimes beaucoup aussi Kojima. Ça me fait penser à ce producteur qui est à la frontière entre les deux, qui propose en tout cas dans ses jeux vidéo généralement une expérience qui est très cinématographique. Il est fan de cinéma. Ouais. Je vois ce tweet, il tweet souvent sur le dernier film qu'il a vu. Ouais. Et tout. Il voulait pas être réel, lui? Bah si. Il voulait être réalisateur. Selon ce qu'on nous en dit, il a écrit un super bouquin qui est un peu le seul autobiographique. Je sais pas si tu le connais, c'est vraiment son livre. Ah ouais? Ouais. Et en fait, il a tourné son autobiographie sous forme de présentation des films qui l'ont marqué. D'accord. Ah, j'ai pas vu ça. Je crois que tu as une vingtaine de films qui l'ont marqué et il explique comment, dans sa personnalité, ça l'a façonné. Comment ça l'a façonné. Ah, je serais curieux de voir ce livre. C'est trop bien. C'est en anglais, mais vraiment, il est super ce livre, si tu veux voir. Et moi, c'est une personne qui me fascine, même si, encore une fois, j'ai plus trop le temps de me plonger là-dedans, mais les Metal Gear et ce genre de choses m'ont vraiment fasciné pendant un moment. Metal Gear, fabuleux. Fabuleux. Je suis pas fan de tout Kojima. Enfin, on admire le bonhomme, on admire l'homme parce que c'est un mec. Il a quand même, mine de rien, révolutionné un peu le jeu vidéo. Tu sais, je peux dire, Metal Gear, ça allait au-delà, ça passait les frontières du jeu vidéo dans le sens où vraiment, tu avais une vraie interaction. Limite, rappelle ceux qui ont connu Metal Gear avec la boîte. Ils vous disent, ceux qui n'ont pas connu, à un moment, ils vous demandent de trouver le codec. Donc, c'est un numéro, etc. sur la boîte. Et nous, on était là, putain, on fait tout le jeu. En fait, c'est sur la boîte. La vraie boîte du jeu. Tu brises le troisième mur. Ouais, le troisième mur. À un moment, il fallait retirer la carte mémoire quand t'affrontais Psychomantis. Je sais plus ce que c'était. Changer de manette. Ouais, changer de manette. Donc il y a vraiment des interactions. C'était pour la première fois, on sortait du jeu. Et j'ai trouvé ça fabuleux, quoi. Et puis les références au cinéma. C'était un grand fan. Je crois que c'était basé sur Kurt Russell, le 2. Ouais, il y avait tout. Il y avait du Mad Max. Il y avait plein de rêves. Ouais, plein de rêves. Super. C'est quelqu'un. Tu te dis au bout d'un moment, j'ai envie quand on me propose. si on dit que les jeux vidéo c'est vraiment une œuvre, complètement, comme peut l'être un film ou quoi, j'ai envie qu'on me propose la version de l'auteur. Ouais. C'est-à-dire, plonge-moi dans ton univers. Et presque, moi je suis dans une école peut-être un petit peu très puriste, on va dire. Ne me propose pas des niveaux de difficulté. J'ai pas envie de choisir facile, difficile, normal. J'ai pas envie qu'on m'adapte. Je veux ce que me propose le réalisateur. La vision de l'auteur, tu veux rentrer un petit peu dans sa tête, comment lui voit les choses. Quand je regarde, là on est à Paris, on va au Louvre, on va à la Joconde, j'ai pas envie que tu me changes la tronche. Je vais te changer la luminosité, tu veux. C'est clair. Ouais. Non, je veux vraiment l'œuvre originale, tu vois, qu'avait l'auteur en tête. Il prend des risques. Tu vois, Death Stranding, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour moi, Death Stranding, c'est une espèce de tableau, c'est une peinture dans laquelle tu interagis, c'est une espèce de monde dans lequel tu rentres et t'es vraiment t'es propulsé, t'es baladé dans un monde absolument incroyable, qu'on aime le rythme, les personnages, qu'on ait des choses à dire ou quoi que ce soit, il prend vraiment des risques et c'est vraiment une vraie expérience. C'est ça. Tu rentres dans sa tête. En fait, Kojima, ces jeux, c'est vraiment, il te propose de rentrer dans sa tête pour tel nombre d'heures et c'est fabuleux. Encore une fois, moi, j'ai pas fait trop de Death Stranding, j'ai fait quelques heures, c'était assez admirable. J'ai pas fait le 2 et j'ai fait les Metal Gear, j'ai pas fait à partir du 4, j'ai fait 1, 2, 3. Tu vois, surtout qui m'ont marqué. T'as pas fait le 4 et le 5? Non, j'ai pas fait le 4 et 5. Honte à moi, je le redis. Non, parce qu'en fait, il y a des trucs dedans qui vont tout te changer la vision. Ah, du 1, 2, 3 Oui. Putain, je me suis dit, tu vois, j'aurais dû. Mais bon, salaud que je suis. Voilà, soyons vulgaires. Soyons vulgaires, exactement. Dans ces moments-là, on a le droit. Non, mais je te rejoins. Tu as dit quelque chose qui est très important, c'est la prise de risque. La prise de risque chez certains auteurs et même chez certaines boîtes, je trouve qu'elle est plus que nécessaire de nos jours, où l'offre est pléthorique. Le jeu vidéo est un art ou une industrie qui arrive à maturité bientôt. Je pense qu'elle est encore assez jeune, mais je pense qu'on n'y est pas loin. C'est pas depuis longtemps. Hein. Et non. Pas depuis longtemps. Et donc, il y a un moment où on se dit, est-ce qu'on continue à uniformiser, à faire du
Bon, c'est pas pour taper sur eux, mais c'est du Call of Duty ou du truc qui sort tout le temps, où on essaye de linéariser, de toucher le grand public, ou est-ce qu'on propose vraiment des œuvres uniques ? Et donc là, il y a une prise de risque. C'est-à-dire, ça plaira pas à tout le monde. Mais tant mieux, en fait. Si ça plaît pas à tout le monde, c'est un bon signe. C'est que ça veut dire que c'est une œuvre qui segmente, qui propose quelque chose d'original. Et c'est en ce sens que j'aime beaucoup Kojima, mais comme j'aime beaucoup Miyamoto, comme j'aime beaucoup des grands réalisateurs, ou Expédition 33, là, qui a... Clair-Obscur. Voilà, c'est des véritables prises de position. Ces auteurs-là, ces créateurs, encore une fois, comme je dis, il faut entrer dans la tête. Et comme des personnes, c'est soit tu adhères avec la personne, c'est ça. Soit tu matches avec la personne. En fait, ces créateurs, c'est un petit peu... Les jeux vidéo, c'est un petit peu c'est leur test de personnalité. Ouais. Ce que je veux dire, c'est comme si tu rencontrais une personne et que tu allais dialoguer et passer un week-end avec eux. C'est ce que je veux dire. Putain, c'est beau, ça. Vous enregistrez ? Il y a trois caméras. Clippez-le, merde. Non, pas du tout. Sorry. Pas du tout. C'est ça. Et c'est hyper intéressant. Après, c'est vrai que des jeux comme Call of, etc., il en faut. Et puis, c'est une expérience aussi différente. Moi, je me suis un petit peu... Moi, Call of, pareil, à l'époque, je faisais beaucoup de solos. Et pareil, quand je le teste chaque année à chaque fois, parce que c'est une expérience, mais je fais que le multi. Mais bon, après, voilà, encore une fois, le jeu a changé. Tu vois, avant, le multijoueur... Avant, il n'y avait pas d'online, il fallait longtemps. Donc, le jeu vidéo évolue, les mœurs évoluent, les créateurs, les développeurs évoluent, le marché évolue. Donc voilà, quoi. Ouais, ben oui. Donc, on s'est arrêté à ton enfance. Adolescence, première année de l'âge adulte. Année de l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe ? Bon, que l'école se passe pas super, mais à part ça, tout va bien. Je me mets au piano. Je commence le piano à l'âge de 9-10 ans. Je vais voir tes doigs. Bouge un peu tes doigts. Parce que généralement, les pianistes, ils ont les paniers. Oh là, regardez-moi ça. Le stick. Chopin. Le Chopin. Je vais te montrer un truc. Pourquoi j'ai les pouces magiques. T'es prêt ? Regarde. Oh ! Dis non. Regarde. Et je peux déboîter mon... Ah ouais, c'est fort, ça. Truc qui sert à rien. Parce que les menottes. Non, ce que je dis toujours, c'est quand je joue, par exemple, sur une croix directionnelle, j'ai jamais joué avec le bout du pouce. Je joue toujours avec le milieu. Comme pas mal de gens, enfin, certainement. Du coup, je peux pas... Du coup, bref, c'était juste pour montrer le truc. Mais c'est plutôt un handicap ou un avantage pour un joueur ? Non, moi je considère ça comme un avantage parce que quand tu joues sur la croix directionnelle, en fait, tu as ton pouce au milieu. Ouais. Et tu vois, en fait, tu arrives à vraiment switcher de direction hyper rapidement. Tu as tout sur le milieu du pouce. Tu vois. Là où tu vas aller, tu auras une course entre le bout du pouce. Mais bon, c'est juste une question d'habitude entre parenthèses. Ouais, mais c'est le genre d'optimisation à haut niveau qui fait peut-être la différence. C'est ce petit petit détail que j'ai. Moi, j'ai toujours joué comme ça. Tu vois. Donc, après les FPS où vraiment, par exemple, je suis comme ça et je suis au bout du pouce, tu vois, etc. Ah ouais. Parce que je suis un grand joueur grand consommateur de manettes et de FPS. Mais du coup, non, le piano, je sais pas si ça m'a aidé. Je pense que ça m'a développé. Ça a développé quelques petites facultés chez moi. Peut-être, c'est vrai que c'est très bon. Le piano, c'est très bon, l'instrument. C'était le rêve de ma mère. Parvenir dessus, etc. Je vous invite à aller voir le documentaire sur la chaîne YouTube Polyart. Ah oui. Ouais, un documentaire qui a été fait, une vidéo super. D'ailleurs, j'embrasse l'auteur. Et franchement, c'est top. Où tu vois un petit peu toute ma vie. Et du coup, ma mère vraiment rêvait que je sois... pas pianiste, mais que je sois compositeur, et je devais aller aux États-Unis, à Berkeley, dans une grande école. Et du coup, je prenais des cours j'ai commencé le piano, j'avais 2-3 profs, etc. Je me rendais pas compte. Pareil, je l'ai pris de manière un petit peu fastidieuse. Alors qu'au final, au fond, j'adorais ça, mais j'aimais pas le côté bosser. Encore une fois, je ne voulais pas bosser le solfège, le machin. Mais j'ai fait beaucoup d'auditions. J'ai fait beaucoup de concours, beaucoup d'auditions. Voilà, j'étais censé être doué. Et j'ai arrêté. Je sais pas, 16-17 ans. Parce que tu sentais que la perspective derrière, c'était trop engageante ouais, en fait, j'étais bête parce que là, tu vois, je reprends depuis quelques années, j'ai même fait des streams piano, j'adore ça, mais j'aurais dû continuer à côté, mais c'est juste que je me suis tellement focus sur le jeu vidéo au bout d'un moment. Oui, mais c'est peut-être nécessaire. C'est nécessaire parce que à un moment, est-ce que je me lance dans le foot, est-ce que je me lance dans le tennis, est-ce que je me lance dans le sport, parce que tu l'as dit tout à l'heure, je suis grand consommateur de sport. Ouais. C'est ça que j'associe souvent l'e-sport et le sport, même si c'est un autre débat, on viendra dans une prochaine émission, de comparer les deux, etc. On en parlera tout à l'heure aussi, mais au bout d'un moment, quand j'avais 16-17 ans, j'avais tellement cette volonté de créer et de plonger dans une aventure e-sport, de vraiment devenir quelqu'un là-dedans. Tu vois, je vois avec l'école, ça n'avait mené nulle part. J'ai fait ce que j'avais à faire dans le piano. J'ai eu des prix de piano. J'ai fait mes auditions. J'ai eu des bonnes expériences, des mauvaises aussi, évidemment. Mais voilà, au bout d'un moment, j'ai arrêté, quoi. Ça a été la guerre à la maison. J'imagine. Mais voilà, je regrette parce que jouer d'un instrument, c'est un privilège.
C'est un privilège. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'avoir déjà les moyens, d'avoir des profs, d'avoir des parents qui poussent derrière, tu vois, etc. Et je joue, je sais jouer, et c'est un bonheur absolu. Mais bon, j'aurais dû peut-être continuer au lieu de lâcher complètement. Ouais, on sait jamais ce que la vie en fait nous réserve. Donc on sait pas. Ouais, si tu avais continué ça, peut-être que ça t'aurait pas permis de faire autre chose. Non, peut-être que j'aurais galéré. Ouais, tu vois, aussi parce que ça doit être très compétitif, ça doit être un monde terrible. Ah, c'est la musique, je connais plein de musiciens et j'ai un ami très proche, très cher qui s'appelle Donald Contomanou, que j'embrasse, qui est batteur. D'accord. Batteur de jazz. Alors lui, il a de la chance déjà. Bon, il est excellent, mais ça marche très bien pour lui. Mais voilà, je connais aussi des amis à moi, des gens qui sont dans la musique, des très grands pianistes et tout, et c'est pas la fête tous les jours. Ouais. C'est pas la fête tous les jours. Hein. Quand tu parlais d'e-sport, comme dans l'e-sport aujourd'hui, hein, il y a très peu d'élus. Ouais, cette fameuse phrase, il y a très peu d'élus. Beaucoup de choisis. Ouais. Donc voilà, et puis j'ai fait 2 ans de pensionnat, à Moulins-MS. Oh là là. Et ouais, parce qu'à bout d'un moment, mes parents ils étaient peut-être cool, mais ils ont dit bon, ça fait des années que tu fous rien. Tu vas faire 2 ans en pensionnat. T'avais quel âge là? Oh, c'était de 14 à 16 ans, je crois. D'accord. Un truc comme ça. Okay. 14 à 16 ans, je fais 2 ans. C'est bien, ça m'a un petit peu appris la discipline. Non pas, j'ai toujours été quelqu'un de... Tu sais, j'étais pas quelqu'un qui fuguait, quelqu'un qui fumait, quelqu'un qui répondait. J'ai toujours été, franchement, un enfant facile. J'étais dans mon monde. J'ai toujours été optimiste, comme aujourd'hui. J'ai toujours vu le verre à moitié plein. Voilà. J'aime bien cette expression, le verre à moitié plein. Bien sûr. Et voilà, c'est juste que j'ai toujours été dans la lune, tête en l'air. J'ai pas de structure. Et j'étais pas discipliné au niveau du travail. Et du coup, 2 ans là-bas, et ça m'a endurci, ça m'a appris des choses. C'était bien, c'était dur. Mais donc, voilà. Et puis quand je suis revenu, j'ai fait du coup je suis rentré dans une école de musique à Paris. J'étais accepté. L'American School of Modern Music. Waouh, classe. Incroyable. Après avoir fait des cours. Et là, j'ai fait 1 an ou 2, puis j'ai arrêté. J'ai dit j'arrête, je vais être genre de jeux vidéo. Et les cours étaient donnés en anglais? Pourquoi c'était l'American School? Ouais. Alors, ils parlent en français, mais c'était que des profs américains. Ok. Que des profs américains. Et après, tu faisais ça quelques années et tu étais censé, du coup, déboucher, je te dis, sur d'autres écoles et puis peut-être Berkeley aux States, etc. Okay. Donc, mais bon, j'ai fait 1 an ou 2. J'ai bossé un peu le début, le concours d'entrée, qui était pas trop dur. Mais du coup, j'ai bossé cette fois pour faire le concours d'entrée. Et après, bon, j'ai rien fait. Je me laissais porter, tu vois, c'est souvent, je pense que ça arrive à beaucoup de gens, t'es à un endroit, mais t'es ailleurs, en fait. Ouais, dans ma tête, j'étais pas à l'endroit que je devais être et je faisais pas ce que j'étais supposé faire, ce que j'avais envie de faire. Comme beaucoup de gens, hein, malheureusement, évidemment, beaucoup de gens ne font pas ce qu'ils ont envie de faire. C'est, je pense, un grand malheur, parce que c'est une grosse frustration. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir quand même faire ce que je voulais faire. Tu vois, et je l'ai fait et j'ai commencé l'aventure en ayant la chance d'avoir mes parents derrière, parce que j'ai eu la chance d'habiter encore chez mes parents. Tu vois, à 16-17 ans, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois. Donc voilà, je me suis lancé. C'est là que j'ai découvert en compétition Tekken 5. Et je me suis dit, OK, c'est parti. On va devenir le patron. Ah ouais. On va devenir le meilleur. Sans savoir si j'étais bon ou pas. T'es passé vite sur certains points, mais je pense que c'est très important. Non, mais c'est très important d'insister là-dessus. C'est-à-dire que on a des parcours de vie où, en effet, surtout quand on est jeune, on est emporté dans un courant, on a l'impression de ne pas maîtriser, puis on y est, puis comme tu dis, on y est, mais mentalement, peut-être, on est ailleurs, on a des envies qui ne sont pas épanouissantes ou épanouies en tout cas. Et donc, là, tu mets un point important. Hein, c'est-à-dire que tu as bifurqué, tu as choisi quand même si tes parents t'ont aidé, etc., tu as choisi quand même de poursuivre un rêve, poursuivre une passion. Et quelque chose qui était très clair en toi, c'est que le piano, ou certaines voix en tout cas, n'étaient pas faites pour toi. C'est-à-dire, là, c'était pas ce que tu voulais faire. C'était fait, je te dis, j'étais assez bon et doué, entre parenthèses, encore une fois, selon les dires des gens, mais c'était pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est ça le plus important. Au bout d'un moment. C'est pas ma vision des choses. Ouais, tu sais, les Japonais, ils ont un grand truc, c'est l'ikigai. Ouais. C'est quoi la traduction exacte? Ikigai, c'est le souffle de vie un petit peu. Ouais, donc c'est la jointure parfaite entre ce dont tu es bon, ce à quoi tu es bon, la pratique qui va rendre le monde meilleur, en quoi tu peux apporter des choses à la société, si tu veux. Et la chose que tu vas recevoir à l'argent, mais en tout cas, on va te donner, la société va te donner. Donc, tu donnes, tu reçois, et tu es bon aussi. Ce qui se trouve au milieu de ces 3 cercles, c'est l'ikigai.
Ok, en gros, c'est le côté enrichissant, ce qui va vraiment t'enrichir. Enrichir le monde. Enrichir le monde, c'est ça. Et aussi, tu es bon là-dedans. C'est-à-dire, tu pourrais enrichir le monde, mais pas être le meilleur. Tu vois, tu pourrais être assez médiocre, mais tu vois, mais voilà. Et ben, ce qui mélange parfaitement ces trois cercles-là, c'est ce que les Japonais appellent l'ikigai, mais ils disent bien, ne le trouve pas tout de suite. Ah, ouais. Tu as besoin de galérer dans la vie. Tu as besoin de tâtonner, tu as besoin de voir, etc. Parce que si tu le trouves trop tôt, tu n'auras pas eu justement ces erreurs, échecs, corrections. Nécessaire. Exactement. Et on a besoin de galérer dans la vie et je pense que, mine de rien, l'aventure piano, l'aventure, peu importe, toutes les aventures que tu as eues et qu'on a eues tous dans notre enfance, qui est des sortes d'apprentissage. Par exemple, pour moi, l'instrument de musique, c'est la plus belle parabole. Parce que c'est vraiment, je galère, j'y arrive pas. L'accord, il passe pas, j'y arrive pas, j'arrive. Erreur, correction du maître. On recommence, réitération. Tu dors, et le lendemain, tu sais pas pourquoi ça passe. Ça passe, il y a une connexion qui s'est faite dans le cerveau et ça passe. Ça, tu le retrouves absolument partout dans la vie. C'est-à-dire, faut s'accrocher. Dans la difficulté, faut pas lâcher. Même quand ça passe pas, faut continuer. Essai, erreur, correction, en fait, c'est la formule magique de la plasticité neuronale. Essai, erreur, correction. Il ne faut pas avoir peur de l'erreur. C'est joliment dit. Et voilà, tous les deux, moi non plus. Hein, l'école, c'était pas fait pour moi. Parce que, surtout en France, je tape un peu sur le système français parce que c'est pas mon truc. Mais j'ai vu que ça fait 2 fois. J'ai vu que ça fait 2 fois, tu mets un coup de, coup de marteau. Mon ancienne maîtresse n'est pas contente, je pense. J'espère qu'elle ne tombera pas sur cette vidéo. Madame Michou. Elle ne veut même pas de son nom, pour te dire. Mais. T'avais Michou en prof, t'as mis qui a compris. C'est clair, elle existe encore. On a peur de la note en rouge. Tu sais, on a peur d'être souligné en rouge. Ce qu'on nous montre, en fait, c'est l'erreur. Alors qu'on devrait le valoriser. Tu t'es trompé, tant mieux, tu vas pouvoir t'améliorer. Donc, il y a toute une préfabrication de la peur. En fait, après, on a peur de tenter les choses. Il ne faut pas avoir peur de tenter les choses parce que c'est justement laisser l'erreur et la correction tout de suite immédiate d'un professeur qui va te faire grandir. L'échec, le vrai échec, c'est pas d'essayer. C'est de pas essayer. On est d'accord. Donc, l'inhibition de l'action par la peur, c'est le pire, en fait, qu'on peut enseigner chez un jeune. Et c'est en ce sens que l'instrument de musique, où tu galères et tu progresses comme ça par petits pas, ou bien notre cher Mario et Miyamoto, c'est les rois de ça, c'est-à-dire t'as un psychologue qui l'a étudié ça, un scientifique qui a appelé ça l'effet Super Mario, qui justement explique comment Nintendo, surtout Miyamoto et Gunpei Yokoi, ils ont été géniaux à faire un truc qui te force à réitérer, à réessayer. Tu meurs, hop, tu repars au départ. Tu meurs, hop, tu repars au départ. Et c'est parfait, tu vois, pour l'apprentissage. Et t'es jamais frustré. C'est un petit peu chiant, mais suffisamment chiant pour te dire je vais juste recommencer, tu vois. T'es suffisamment drivé pour avoir l'envie de recommencer derrière. Exactement. Ça, c'est un terme scientifique. Du coup. Enfin, scientifique en tout cas. Il y a des gens qui l'ont étudié. Qui interprètent. Voilà. Il y a un TED Talk là-dessus, là, si tu veux regarder une conférence TED sur l'effet Super Mario, c'est très sympa. Mais bref, tout ça pour peut-être un message à passer aux jeunes, c'est justement cette volonté de dire, quand vous avez une chose qui vous passionne, mais qui n'est pas simple, qui est dure, et c'est plein d'épines et de ronces là, c'est peut-être un bon signe en fait. Que si on facilite la chose, ou bien à l'inverse, si c'est dur mais c'est pas passionnant, c'est pas encore l'ikigai quoi. Toi t'avais vu, c'est ok, ça va être l'e-sport, ça va être même de manière très précise Tekken 5. C'est ça, j'ai eu des expériences précédentes à ça. Mais... franchement, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que, et je le dis aux gens, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui vont pas se mettre dans ces démarches d'apprendre quelque chose ou de se dépasser. Franchement, maîtriser un art, maîtriser un sujet, maîtriser quelque chose, c'est vraiment une des choses les plus enrichissantes. Beaucoup de choses. Les choses les plus enrichissantes au monde. Franchement, pouvoir se dire, ok, j'y arrivais pas et j'y arrive. T'es pas bon à ce sport, t'es bon. T'es pas bon au piano, t'arrives. Première expérience. Tony Hawk, tu te rappelles le Tony Hawk, je dis tout le temps. Tony Hawk, incroyable jeu de skate qui a contribué vraiment à populariser ce sport absolument incroyable. Moi, j'ai vu, j'étais bon, mais quand j'ai vu la première fois sur Game One le record du monde, je me suis dit, je suis pas bon en fait. Et pendant 1 mois, j'ai tryhard et j'ai eu ce record du monde. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui ? Ouais, j'ai eu le record du monde quand j'avais 13 ans sur Tony Hawk 3, qui a été battu après. Mais voilà, pendant un laps de temps, tu te dis, j'ai un record du monde, j'ai fait ça et je me suis entraîné. Et il n'y a rien de plus, pour moi, c'est vraiment c'est une des choses les plus rares au monde, c'est la victoire. C'est comme la victoire. Comme on dit en anglais,
une des rares commodities. Putain, je suis Jean-Claude Van Damme. Quelque chose de putain, comment on dit c'est ouvert. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. Oui. C'est quelque chose que tu ne peux pas acheter, quelque chose que tu ne peux pas enseigner. C'est la victoire et pouvoir vraiment accomplir vraiment une maîtrise. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment fou, quoi. Ouais. Et ça demande, c'est très important ce que je dis, je pense. Ça demande du boulot. Et ça demande du boulot, et ça demande une vision tunnel. Ouais, exactement. Avec un seul objectif. Vision tunnel, exactement. Ouais, en étant acharné. Mais exactement. Acharné, hein. Ouais. Qu'est-ce qui nous empêche d'être acharné de nos jours en 2026 ? J'ai l'impression qu'il y a... La passion. Le fait qu'on ait surtout le QG de la NASA dans la poche, c'est-à-dire les smartphones, la diversion. Le QG de la NASA. C'est ça. Ouais, c'est-à-dire c'est un truc, tu sors... C'est bien vu, ouais. Et t'as tout. Et t'as tout. Ouais, et donc t'as rien. C'est-à-dire t'as pas la possibilité de t'engager dans un truc unique, objectif unique. Parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas ça. Où tu te dis à 15-16 ans, ok, je tombe sur un jeu vidéo Tekken, je vais me buter là-dessus. Ouais. Je vais me buter, je vais devenir le meilleur. Ouais. Ok, il y a un petit peu Internet à droite à gauche, tu peux voir ce que font les autres, mais t'as pas l'exposition comme ça, ouverte aux 4 vents, sur l'univers, et tu vois tous les champions, et puis t'as l'opportunité en fait de tous les chemins, mais tellement de champs des possibles et tellement ouverts que ça t'inhibe en fait. Ouais, exactement. Tu te dis, tu vas pouvoir scroller à droite à gauche, etc. Ouais, exactement. Moi, en tout cas, j'ai pu remarquer que si je veux apprendre une langue étrangère, si je veux faire ci, je veux faire ça, j'ai plein de choses qui peuvent se mettre comme des bâtons dans mes roues. Qui sont plus des distractions que des atouts. Exactement. Ouais. Et surtout, la course à la facilité. Ouais, exactement. Je pense que dans l'intelligence artificielle, dans le développement et la démocratisation d'un chat GPT ou autre, il y a plein de bons côtés. Plein. Mais il y a aussi des gros risques. C'est-à-dire, ce qu'on nous enlève, c'est le chemin. Ouais, qui est chiant, tu vois. C'est-à-dire, on te donne la réponse maintenant, tout cuite. Là, t'as même pas besoin d'aller sur Google, même pas besoin d'aller encore moins à la librairie, à la bibliothèque. Ouais. Hein. On t'enlève l'apprentissage qui va te former. Et le chemin. Et le chemin pour y aller. Hein. C'est pour ça qu'il faut beaucoup. Il faut encourager les gens à lire. Tu vois, quand tu lis, plutôt. Évidemment, on est tous là comme écrire, tu vois. On est tous là sur les ordi, machin, mais écrire et lire, en fait, ça te forme vraiment. La tête, le cerveau, vraiment, et tu as des petites liaisons, des connexions que tu n'as pas aujourd'hui, et comme tu dis, que tu ne travailles plus avec toutes les aides qu'on a autour, toutes les distractions qui peuvent être évidemment aussi des avantages et des conforts de vie, hein, évidemment, mais ça qu'on n'avait pas à l'époque. Non, quand moi, à l'époque, j'avais même pas YouTube. Tu sais, quand j'ai commencé, tu vois, où c'était le début de YouTube, enfin vraiment, t'avais rien, quoi. Ouais. Mais d'un autre côté, ça te demande une débrouillardise, un bricolage. De fou. Ça autorise aussi la flânerie, l'ennui, la frustration. Des trucs que maintenant, ces outils-là, encore une fois, c'est pas pour dire qu'ils sont 100%. En plus, mon premier propos de ce podcast, c'était la nuance. Ah ouais. Donc je vais être nuancé. T'es bien dedans, là. Il y a du blanc et du noir, il y a du gris, c'est une zone grise. Donc il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Mais il faut toujours se demander, quand il y a un nouvel outil, une nouvelle technologie qui arrive, c'est qu'est-ce que ça nous enlève ? Ça nous apporte des choses, mais qu'est-ce que ça va m'enlever ? Eh bien, ça va m'enlever sans doute le fait que sur le chemin jusqu'à la bibliothèque pour ouvrir un livre, pour me faire mes recherches, peut-être que je ne rencontrerai pas l'amour de ma vie. Ouais. Peut-être que je n'aurai pas une rencontre, par sérendipité, sans le chercher, rencontrer quelqu'un. Ça m'enlève ça. Ouais, c'est pas anodin. C'est une vision intéressante. Je suis d'accord. Par contre, ça nous apporte des trucs. Il y a un penseur que j'aime énormément qui s'appelle Ido Portal, qui disait, vous savez, tout le monde tape sur l'intelligence artificielle en disant... attention, les dangers, etc. Mais ce que ça fournit aussi, c'est que ça met là où Google ou quoi, on était attentionné sur la réponse que nous donne un moteur de recherche. Là, ça nous met plus le focus sur la forme de la question. Parce que ton prompt va vraiment déterminer la réponse. Et donc, ça te demande à comment tu questionnes la vie, comment tu questionnes la nature, comment tu questionnes, comment voilà, la forme de ta question. Ça, c'est intéressant. Ouais, exactement. Comme tu disais, ça t'apporte le chemin. L'IA t'apporte aussi le chemin que tu n'as pas avec Google, etc. Exactement. Faut que tu invites Julien Telouk pour parler d'IA. Ah bah oui. Lui, c'est monsieur IA. Mais l'IA, c'est hyper intéressant. Comme tu dis, pareil, c'est... Tu sais, généralement, quand quelque chose, il y a une création, un domaine, c'est pas la création en elle-même, c'est ce qu'en fait l'être humain. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste, il faut qu'on le modère, il faut qu'on l'utilise à bon escient, etc. Mais on sait très bien qu'on n'est pas capable. On sait très bien qu'on va faire n'importe quoi. Je ne nous fais pas confiance. L'être humain, on n'est pas top. On n'est pas fou sur certains points. Mais l'IA, tu parlais de jeux solo. Ouais. Jeux solo. Qu'est-ce qui retient les gens le plus ? Qu'est-ce qui fait revenir les gens dans un jeu vidéo souvent ? Le côté addictif, c'est le multijoueur. Imagine, tu mets de l'IA dans un jeu, pas pour la création, pas pour enlever des postes, vraiment supprimer évidemment des vrais créatifs, mais tu mets de l'IA, par exemple, dans les PNJ. T'imagines ? C'est-à-dire que tu reviens...
tu auras la sensation d'avoir des gens, tu reviens dans un monde qui est sans cesse renouvelé. Et c'est ça qui est fort. Et de l'autre côté, il faut pas prendre l'IA pour faire des jeux qui ressemblent à rien et supprimer 70 postes, des gens qui vont être au chômage, etc. Donc je vulgarise vraiment évidemment les propos, on n'est pas là pour parler d'IA, mais il y a du pour, il y a vraiment du très bon pour et du très mauvais contre. Ouais, bien sûr, comme tout outil finalement qui se met entre nos mains, c'est la manière, comme tu as dit, qu'on l'utilise. Donc, ok, tu découvres Tekken 5. Je découvre Tekken 5. Ouais, Tekken 5, j'ai 17 ans, j'achète à République. Ok. Boutique qui s'appelle Trader, que j'embrasse d'ailleurs, qui était ma boutique. Qui existe toujours. Ok. Toujours, elle existe toujours. Elle n'est pas au même placement, mais elle est genre à 100 mètres plus loin. C'est une boutique vraiment, c'est là où j'allais. Parce que quand j'étais plus petit, j'avais un magasin près de chez moi, mais c'est la boutique où j'ai toujours allé, parce que je suis toujours allé, parce que déjà, ils avaient les jeux je l'avais acheté en import, je l'avais acheté en US. J'avais fait pucer. Parce que c'était PS3 ? C'était PS2. C'était PS2 ? Ah ouais, mec. Ouais. Tekken 5 ? Ah ouais, PS2, mec. PS5, donc pucé, ouais. Pucé. Après, il y a eu Tekken 5 Dark Resurrection qui est sorti après sur PS3, mais c'était PS2. Et j'adore cette boutique parce que vraiment, ils ont une vraie connexion, un vrai lien avec les clients. Et ils avaient des jeux aussi un peu en avance. Et j'avais acheté ça parce que j'avais arrêté Tekken, pas arrêté, mais tu sais, je jouais à plein de jeux différents. J'avais eu la Xbox 360 avant, la première Xbox. C'est là où j'ai découvert l'online. Moi, j'ai pas eu de PC. J'ai eu un PC très tard. J'ai eu un PC, mais j'avais pas l'online. J'ai découvert le jeu en réseau. Je l'ai découvert vraiment principalement avec la Xbox. Okay. Donc le Xbox Live, fabuleux. C'est pour ça que je suis un gros joueur d'FPS manette. Okay. Donc je suis là, et là je reviens sur Tekken et je me dis, ça c'est fou, le jeu incroyable. Et là je vois qu'il y a une espèce de circuit et qu'il y a une communauté, qu'il y a un monde e-sportif, des gens que tu vois. Et là je me suis dit, je veux être vraiment comme dans les animes, tiens, pour te citer, je veux être le mec qui arrive et qui se fait connaître dans sa ville et qui arrive à créer l'histoire et devenir petit à petit le mec avec son sac à dos, avec sa pomme et son couteau à la Ryu. Tu vois, qui voyage à travers la ville, à travers le pays. Donc, j'ai commencé à faire un tournoi, je me rappelle, c'était un trophée Fnac qui était à Clermont-Ferrand. Je savais même pas qu'il y a une communauté à Paris. Je dis, ah tiens, ils sont sûrement là-bas. Du coup, j'ai pris un train avec mon frère le matin. Je suis allé à Clermont-Ferrand, je suis revenu le soir pour faire un trophée Fnac, tu vois. Et encore une fois, j'avais des facilités. Tu sais, tu bats tes potes du bâtiment D. Tu sais, depuis tout le temps, à l'école, je ramenais la console. C'était toi qui gagnais. Je battais, voilà, je gagnais tout le monde, etc. Par contre, t'arrives là. Ok, t'as des facilités, mais tu bats pas les mecs. Oui, d'accord. Tu vois, j'ai fini 4e, c'était pas mal, mais je vois des mecs qui savaient faire des combos. Je savais pas ce que c'était les combos, tu vois. Comme ça, tu découvres vraiment un autre monde. Et là, ça a été le déclic ultime. J'ai découvert un site, j'ai découvert une communauté, j'ai découvert vraiment un forum, un circuit des tournois. Ouais. Et ça a été le début de. Je suis rentré dans une espèce de spirale, une espèce de vortex. Ouais. Vraiment la fameuse vision tunnel dont on parlait. La vision tunnel. Tu te dis, ça y est. Là, pendant quelques temps, ça va être ça. Je suis porté par une motivation. Vraiment sans équivoque, sans nom, et ça a été l'aventure jusque-là, et c'est parti. Je dois beaucoup ma carrière à Tekken, je dois beaucoup ma carrière à Paul Phoenix. Paul Phoenix, c'est lui qui a envoyé mes enfants à Harvard. Et c'est lui. Et puis du coup, je m'entraîne, et voilà, je deviens, au bout d'un an, le meilleur joueur français. Je voyage, tu sais, à l'époque, pas Internet, pas de gens réseau. Donc, quand le mec me défie, ou je dois m'entraîner contre lui, il habite au Havre. J'avais mis des sous de côté, tu vois, je faisais des petits trucs à droite à gauche pour gagner un peu de sous-sous. Il me dit, j'habite au Havre, tu viens? Ok. J'arrive, je finis la semaine, vendredi soir, je suis là. Je prends mon train pour aller au Havre. Le mec, il est à Toulouse. Tiens, c'est le meilleur joueur de Toulouse, etc. C'est génial. Je veux le battre. Ouais. J'y vais. FT10, premier à 10. Je vais à Toulouse le week-end d'après. Et c'est comme ça. Et toute la semaine, je m'entraîne et il n'y a pas Internet. Du coup, je télécharge des vidéos de joueurs coréens sur un FTP que je laisse en boucle toute la nuit et j'invente mes phases et je m'entraîne et je commence à me dire qu'est-ce que je pourrais faire ci, ça, etc. Et j'attends le week-end pour la rencontre session, ce qu'on appelle des sessions. J'attends le week-end pour jouer contre les gens. Et ça a été ça pendant un moment, et c'est le vrai apprentissage. C'est l'apprentissage versus fighting à l'époque. Moi, j'avais pas mes frères, j'avais pas mes cousins, j'avais pas ma famille. Personne pensait. Après, j'ai toujours joué aux jeux vidéo depuis tout petit. Donc, et comme j'ai joué à beaucoup de jeux, je pense, j'avais des facilités, des trucs, des facilités que d'autres gens n'avaient pas. Comme je suis un gros joueur de FPS, FPS, ça te façonne comme jamais. Ça te permet d'avoir une rapidité et des réflexes. Incroyable. Tu vois, bien sûr. Fabuleux. Tu vois. Bien sûr. Et du coup, voilà. Et au bout d'un an, je suis devenu le meilleur joueur français avec des galères, des règlements de compte, des forums. Ah, t'as perdu ci, perdu ça, tu reviens fabuleux. Et puis j'ai découvert un monde, une communauté, et c'est vraiment là que j'ai découvert l'e-sport parce que j'ai été connu comme à l'âge de 17 ans, non, à l'âge de quoi? En 2000, je parlais de la Xbox 360 qui est sortie, je suis revenu dans ce vortex. Online, tu vois, où j'étais joueur compétitif sur un jeu qui s'appelle Perfect Dark Zero. Ah oui, fabuleux. D'accord. Voilà, et j'étais connu comme le meilleur joueur français de ça. Après Quake est sorti,
c'est trop long à expliquer, mais bon, je suis devenu joueur de ça, etc. Mais vraiment, j'ai jamais perdu de vue le côté Tekken et faire des tournois en vrai, etc. Et c'est là où j'ai commencé à faire mon palmarès. Donc j'avais 17 ans, quoi. Ouais. Tekken 5 et PS2, comme tu dis. Ça date, hein. C'est beau. Il y a 22 ans. Ah, dis donc. Putain, PS2, c'est console rétro. Même PS3, voire PS4, c'est console rétro maintenant. Ouais. Bah non, bien sûr. Tu me dis, tu vois. Ouais. Donc voilà, quoi. Incroyable. Ouais. Et pendant cette période-là, donc où tu découvres tout ça, où tu t'engages véritablement, est-ce que tu conscientises des parallèles avec ton héritage de sportif, parce que ton grand-père, Philippe Chatrier, exactement. grand monsieur du tennis, très grand monsieur, même du sport, hein. Et même du sport, comme on le disait en off. Moi, le tennis, c'est mon sport de cœur. C'est vraiment, c'est lui qui m'a fait grandir. Hein. Et dans le tennis. Donc, tu as connu, tu vois qui était Chatrier. Bien sûr. Moi, Roland Garros, l'été. Devant la télé. C'est mes grands souvenirs d'enfance. Comme beaucoup, évidemment. Et donc, le cours Philippe Chatrier, c'est rien que dire ça, j'ai des frissons. Des frissons. Hop, zoom. On les voit bien, sur ses gros biceps. Voilà, regardez bien. Regardez-moi ça. Moi, j'étais même là pour l'inauguration, je me rappelle. Je me rappelle, j'étais avec Aimé Jacquet. Oh non. Aimé Jacquet m'a pris sous le bras et tout. Je lui ai dit. Muscle ton jeu, il t'a dit. Muscle ton jeu. Gélius, du gars. Imitation Aimé Jacquet. Tout incroyable. Tu l'as. Du gars, tu passes à Yuri. Aimé Jacquet, ceux qui n'ont pas connu, qu'on embrasse évidemment. Il m'avait pris. Je lui avais fait une phrase bateau, comme je sais faire, genre beau parcours, hein, tu sais. Bah oui, je viens de gagner la Coupe du Monde. Alors. Évidemment. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et il m'avait pris sous le bras. Et il était là parce qu'il y avait plein de monde du sport. Parce que moi, je me suis pas rendu compte parce que mon grand-père j'étais assez jeune quand il est décédé. Il a été atteint de la maladie d'Alzheimer. Et une maladie terrible qui touche beaucoup de gens. D'ailleurs, je suis président d'honneur, je rappelle, d'une association Philippe Chatrier, qui a été créée par mon père, et où toute l'année, on remet des prix, des bourses à des scientifiques, des médecins pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Et du coup, pour revenir à ça, voilà, j'ai peu connu en fait mon grand-père en pleine possession de ses moyens. J'étais jeune. Et c'est en grandissant, vraiment, que je me suis rendu compte à quel point c'était une légende du sport. Vraiment une légende, quoi. Les gens qui me parlaient de lui, tu vois, etc. Yannick Noah qui me parle de lui. C'est en lien évidemment particulier avec mon grand-père. Aimé Jacquet, etc. Je dis, putain, il a bossé, hein. J'ai du boulot. Ça fait... J'ai du boulot, tu vois. Et j'étais là à l'inauguration quand ils ont mis le Philippe Chatrier, c'était un gros moment, quoi. Ah ouais, magnifique. Voilà. Donc, mais j'imagine quand même qu'il y a un héritage, il y a quelque chose qui est... Mais j'ai fait abstraction de ça. Tu as fait abstraction? Jamais j'étais dit, il y a mon grand-père, faut faire ci. Non, j'étais en mode, je m'en fous, je fais mon truc, c'est différent. Et après, plus tard, j'ai voulu apporter à l'e-sport que mon grand-père a apporté au tennis. Modestement, je ne ferai jamais évidemment ce qu'il a fait. C'était pas mon but aussi, parce que mon grand-père, on va dire, il était un peu tout seul, il a révolutionné le tennis dans le sens médiatique, et il a apporté au sport un souffle et un tremplin, un coup de tremplin vraiment qui aujourd'hui vraiment fait que le tennis est ce qu'il est. Tu vois. Mais ça a été plus tard, évidemment, quand j'ai commencé à avoir la notoriété, faire des émissions, vraiment développer les polysports dans les salons, les médias, etc. J'ai contribué, on fait partie, on a la chance de faire partie aujourd'hui des piliers du Versus. Tu vois, avec... je prends Caillou qui est là depuis. On a commencé à peu près grande joueuse, grande joueuse, et aussi pilier du Versus Fighting qui a commencé. On n'était pas sur les mêmes jeux. Elle c'était sous le Kébur Tekken, et on était vraiment les deux personnes les plus populaires, les visages du Versus Fighting en France. Tu vois, très vite, on était les deux premières personnes. Il y a eu des grands champions avant nous, évidemment, mais assez peu. On était vraiment les deux premières personnes du Versus Fighting à être médiatisées et à médiatiser autant le Versus. Donc on était propulsés. Mais ouais, c'est une bonne comparaison. On me l'a fait souvent. Tu vois, donc, Bien sûr. Et je pense que une culture dans une famille ou même dans un pays, en fait, elle se déplace, comme des rhizomes comme ça, de manière parfois en dehors des mots. C'est des comportements, c'est des façons d'être, finalement des façons d'être au monde. Qui sont ancrés à l'intérieur. Exactement, et que tes parents peut-être, ou même l'héritage de ton grand-père a infusé en toi sans que tu le saches. Sûrement. Et t'as fait appréhender des outils que sont le piano, le jeu vidéo, etc. de cette manière-là, c'est-à-dire dans une recherche de perfectionnement constant. D'être bon, de vouloir être bon, plutôt que juste du divertissement. Parce que c'est une passion aussi. Bien sûr. Donc, est-ce que, voilà, ma question, c'était aussi, quand tu trouves ça, est-ce que tu touches encore un petit peu à d'autres formes de sport, ou est-ce que ça te contente tellement
que ça coche les cases en fait. T'as pas besoin d'aller ailleurs. Bonne question. Alors non, franchement, j'ai toujours le sport a toujours été pour moi une motivation, et toujours été pour moi pas un exutoire, mais quelque chose dont vraiment j'avais besoin. Passer par le corps. Ouais, passer par le corps. Franchement, le fameux dicton. Un corps sain, non c'est quoi esprit sain dans un corps sain, c'est quoi le geste par l'inverse, c'est quoi la connerie, c'est quoi la connerie Pierre de Coubertin, c'est ça. Un corps sain dans un esprit sain, je sais pas quoi, c'est hyper important. Franchement, c'est pour ça que les gens qui dénigrent le sport, pas de façon pas juste pour le critiquer, mais qui ne le font pas, qui disent c'est pas grave, j'en fais pas. Franchement, c'est pas une bonne chose. Je sais que c'est dur, c'est de l'effort, faut de la motivation, mais moi j'ai toujours adoré ça. Puis à un moment, je faisais énormément de foot, je faisais du tennis, et j'ai tellement comparé ça. T'es classé ? Non, pareil. Pas de compète ? Non, pas de compète. Non, franchement, je jouais. Et puis, comme vraiment mon entourage jouait principalement au foot, finalement, j'ai plus joué au foot qu'au tennis. Ok, d'accord. Alors que c'est dommage, je préfère le tennis et j'aime le 1 contre 1, tu vois. Mais j'ai fait beaucoup de golf et vraiment, j'avais le parallèle. J'avais autant de plaisir de faire vraiment du sport, d'aller pratiquer le sport, que de faire du jeu vidéo. Je veux dire, et tu vois, pareil, il y a des similitudes. L'hygiène de vie, la pratique, l'entraînement, la discipline, le sérieux, tu vois, sans dire que l'e-sport et le sport, c'est la même chose. Mais vraiment, j'avais besoin aussi de me retrouver. J'aurais pas pu passer 10 ans de ma vie à faire que du jeu sans faire de sport. Impossible. Comment, toi qui es papa en plus, comment faire pour... Moi, c'est vraiment un truc qui me trotte dans la tête depuis des années parce que on se connaît pas personnellement, mais je dirige un centre de formation, comme on a un petit peu parlé autour... qui est à la frontière entre le bien-être et la performance. Et j'essaye toujours de marier. Il y en a plein qui disent, tu sais, le monde de la performance, par exemple athlétique, ne peut pas être en corrélation avec la santé. C'est-à-dire que tu dois abandonner d'être en bonne santé si tu veux être performant à haut niveau. Parce que le corps... il faut, tu vois, lui imposer des rythmes qui sont pas biologiquement acceptables et qui ça va impacter la société. Moi, franchement, ce discours-là, j'y adhère pas vraiment. Je pense que la performance véritable, c'est l'adaptation. Exactement. Et que si on est capable de s'adapter à plein de situations différentes, on sera en bonne santé. C'est juste que le terme de santé est trop connoté par la négative, c'est-à-dire, on le définit souvent comme l'absence de symptômes. L'absence de maladie, l'absence de douleur. Mais c'est pas possible de vivre une vie sans douleur, sans difficulté, sans quoi que ce soit. Donc, je suis bien d'accord. Tout ça pour dire que comment on pourrait faire pour les jeunes générations et pour le futur finalement de l'e-sport et tout ce qui touche aux jeux vidéo, pour l'allier à la prévention et voire même à la santé. Comment on pourrait faire ? Est-ce qu'il faut avoir un discours ? Est-ce qu'il faut que ça passe par l'éducation ? Est-ce qu'il faut avoir derrière ça une culture autour de... Vous savez, votre corps, faut en prendre soin, parce que même derrière les écrans, même pour jouer à un jeu de versus fighting ou quoi, il faut qu'il soit performant lui aussi. Il y a toute une physiologie qui répond à ça, les réflexes, le système nerveux, le système hormonal, tout ce que tu veux. Alors que, malheureusement, je trouve que trop souvent, c'est associé à la junk food. C'est associé au soda. C'est associé à ceci, c'est associé à cela, et que en fait, ça dessert le message. Dans la tête de Madame Michou, encore une fois, ma maîtresse. Encore une fois, Madame Michou. Je sais pas pourquoi. Elles sont là. Bon, on l'embrasse. On l'embrasse. Elle s'appelle vraiment Madame Michou ? Hein ? Non, c'était un... Tu prends évidemment... il est bon. Elle va se dire, ah ouais, le jeu vidéo, c'est le truc des geeks où ils mangent des chips devant leur écran. Bon. Ouais, ça a souvent été ça. C'est encore moins qu'avant. Mais tu vois, on pourrait peut-être essayer d'œuvrer pour que ça soit présenté dans un truc de... Non, c'est de la culture, comme un livre, et quand vous lisez un bouquin, vous ne dites pas « je vais manger des chips ». Qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est quoi cette connerie ? Pourquoi ? C'est quoi cette connerie ? Voilà. Ouais, c'est intéressant. Du coup, tu te poses la question, quelle serait la solution ou le bon format pour présenter ça aux gens et à la nouvelle génération ? La manière de présenter ça, la pédagogie qu'il faudrait avoir avec les jeunes générations. Tu veux dire avec le jeu vidéo de haut niveau ou le jeu vidéo parce que c'est pas les pareil. deux, mon colonel. Les deux, ouais, exactement. Franchement, c'est une bonne question. Moi, je sais déjà que quand j'en parle, j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai fait beaucoup de salons, et il y a beaucoup de parents qui viennent me voir, évidemment. Et du coup, c'est bien. Je suis plutôt, selon les gens, je suis plutôt un bon exemple parce que déjà, je présente bien physiquement. J'ai une bonne connaissance physique. Faut dire. Ouais, mais moins que toi. Et ça m'emmerde. Et ça me... C'est le mec qui commence à... Je vais partir. Et je le dis, ça m'emmerde. J'ai refusé l'interview. J'ai dit, je veux pas un mec plus beau que moi. Non, du coup, moi, j'ai toujours... alors, j'ai la chance d'avoir des bons gènes. C'est-à-dire que, franchement, j'ai la chance... Non, c'est vrai, je parle pas physique. Le mec, il commence à parler...
Le mec, il commence. Parce que j'ai rencontré des gens, ils en avaient pas. Ouais, physiquement, toi, non. Ça se pousser. Lui, oui, mais lui, non. Non, j'ai mon gène dans le sens où j'ai la chance, et je sais que c'est une chance, que je parle avec beaucoup de gens qui ont des problèmes de poids. Ok. Problème de poids, on va dire, des fois, c'est la bonhomie. Quelqu'un, je sais que tu as des gens, des potes à moi, ils ont perdu du poids, je les préfère avant, parce qu'ils avaient cette bonhomie, cette présence, etc. Par contre, évidemment, à leur place, ils se sentent mieux, ils ont moins mal aux articulations, ils sont en meilleure santé, le cœur en prend moins un coup. Moi, j'ai cette chance d'avoir cette morphologie qui fait que je n'ai jamais grossi. Alors, j'ai 39 ans, peut-être qu'on va me dire, tu vas voir, parce que ça fait des années qu'on me dit, tu vas voir, à 25 ans, ça va prendre, à 30 ans, ça va prendre. Non, j'ai cette chance-là. Après, je suis vraiment le témoin vivant du joueur de jeux vidéo à Donf, où j'ai beaucoup joué aux jeux, et j'ai fait beaucoup de sport. Je me suis jamais aussi bien senti qu'à l'époque où je faisais du foot et du sport tous les jours. Jamais aussi bien senti. Franchement, je vous dis, c'est un gage de qualité. Et aujourd'hui, on a la chance dans l'e-sport d'avoir des structures, d'avoir un e-sport plus fédéré, plus structuré, plus encadré, tu vois, par rapport déjà au fait que l'e-sport aujourd'hui soit beaucoup plus médiatisé et développé qu'il y a 20 ans. Et les structures derrière font en sorte que les joueurs aussi soient plus structurés et plus encadrés. On parle évidemment, je ne vais pas citer ma famille, la Carmine Corp, qui est vraiment aujourd'hui une des plus grosses structures, Vitality, les structures coréennes. Il y a toujours un prépa physique ou un nutritionniste. Il y a un kiné, un préparateur physique, un nutritionniste. Franchement, aujourd'hui, il n'y a plus de joueurs méga top niveau, vraiment, qui ont un rythme de training, un rythme d'entraînement, de training, etc. Il y en a qui ont peut-être des problèmes physiquement, on les voit qui ont un peu plus de poids, mais ils vont pas se coucher à 5h du matin. Ouais, c'est ça. Ils vont pas se lever à 14h. Je sais que ça a été un gros problème. Ils vont pas manger de la merde. Ils vont pas ne pas faire du sport. C'est impossible aujourd'hui de faire comme ça. Donc, naturellement, déjà une partie de ton problème, de ta question, et on va dire entre parenthèses réglée. Mais c'est vrai que dans la tête des jeunes aujourd'hui, il y a encore beaucoup de questions. Déjà, parce que les jeunes aujourd'hui, ils pensent que t'es bon en jeu vidéo, donc tu fais de l'e-sport. Non. C'est pas vrai. Et je pense qu'il faudrait encourager. Mais ça, c'est pas que dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, je connais plein de gens aussi qui font pas de jeux vidéo et qui font pas de sport parce qu'ils se disent c'est pas grave, j'en ai pas besoin, etc. Il y a même une étude qui dit que beaucoup de gens sont. Je lis plein d'articles qui disent que si tu as plus de 40 ans, ne pas faire de sport à plus de 40 ans, c'est presque dramatique. Alors, je sais pas si c'est un petit peu trop théâtral, mais c'est ça. Toi qui es vraiment là-dedans. Ouais, le problème, c'est d'utiliser le mot sport parce que les gens vont se dire merde, faut que je fasse des pompes et des abdos tous les matins et ça me gonfle. Non, en fait, il y a déjà marché. Moi, je marche beaucoup. C'est la sédentarité qui brise vraiment tout ça. Exactement. Déjà, rien qu'être là assis, on aurait dû faire de l'interview en marchant. Voilà, c'est ça. Micro-trottoir. Attends, vas-y, micro-trottoir. Je pense que les gens en régie vont pas être contents. On va marcher 2 heures. Mais cette sédentarité-là, il faut la contrebalancer parce que en effet, on a des quotidiens là qui sont très assis, clairement les ordinateurs, le machin, etc. Bon bref, à une époque où notre physiologie de bipède qui sortait de la savane faisait sans doute 30 000 pas par jour, easy, facile quoi. Donc on est passé de 30 000 à 5 000. Il faut pas s'étonner qu'il y ait des conséquences physiologiques, des adaptations qui se passent au niveau de la posture, au niveau de la circulation sanguine, lymphatique, tout ce que vous voulez. Donc ça, il faut contrebalancer. Mais après, il y a une explosion du fitness, et toi qui as toujours été dans le sport, je serais heureux d'avoir ton point de vue aussi, où on voit les salles de fitness partout autour de nous. Là, à la fin du mois, nous, avec ma chérie, on va faire le Hyrox Grand Palais. Donc c'est Hyrox, je ne sais pas si tu as suivi le boom que ça a été. On en a parlé c'est partout, quoi. Incroyable, incroyable. Des dizaines de milliers de personnes qui font donc course à pied, rameurs. Un bon gros mélange. Un mélange de crossfit et fitness. Mais bref, être fit, aller à la salle de sport, c'est devenu le nouveau rencard, en fait. Bien sûr. Je vois les jeunes, là, moi je vais dans les salles de sport, j'ai tous les abonnements possibles. J'ai les cartes, quand j'arrive, ils débouclent le tapis rouge. Mais je vois les jeunes, les ados, ils se retrouvent là, c'est-à-dire ils traînent plus dehors, ils zonent plus, ils se retrouvent là. Et c'est une bonne chose pour toi. Déjà, c'est une bonne chose, c'est-à-dire ça clope pas, ça boit pas des bières. Le nouveau cool, c'est d'être fit. Bah, tu sais pourquoi ils sont drivés, tu sais, on cherchait une passion. Moi, je voulais la passion d'être le meilleur, etc. Aujourd'hui, il y a le culte du physique. Il y a franchement plus de gens qui... Voilà, l'esthétique, ils veulent plaire. Au-delà d'être en forme, de bien se sentir, ils veulent plaire, ils veulent bien sculpter, ils veulent avoir un beau corps, etc. Et tu diras, c'est bien, c'est une motivation comme déjà que c'est mieux que... Tu vois, de se laisser aller ou de mal manger, etc. Donc, et puis, comme tu sais, sport, c'est pas faire 350 tractions et ressembler à Henri Cavill. Moi, mon fils, il a 8 ans. Et franchement, on va... quand il fait beau, et en plus, on l'a éduqué sans écran. Tu vois, ce qui n'a pas été facile, d'ailleurs, grâce à ma femme, qui a insisté là-dessus.
Et franchement, il y a pas, c'est rare les mois où les week-ends, on ne sort pas et on ne va pas en forêt, en bois, et on fait 15 à 20 000 pas. Ouais, c'est ça. 15-20 000 pas. Pas de vélo, pas de bus, pas de machin, etc. Tu vois. Et aussi, le sport, c'est de se retrouver. Marcher, c'est de se retrouver. Ouais. C'est important de faire des choses qui nous mettent un petit peu à l'écart de tout ce qu'on prend dans la gueule dans la société. Tu vois. Les écrans, les informations, les réseaux sociaux, etc. Le sport, c'est de se retrouver. C'est de vraiment se retrouver avec soi-même, se recharger. Au-delà de se sentir bien. Et physiquement, après, je vous dis tout de suite, hein, je vais citer Thibaut InShape. On lui doit beaucoup. On lui doit. Alors moi, je l'ai rencontré quelques fois, il est très sympa. Ouais. Alors, je rentre pas dans les bails, je sais qu'il a dit des trucs, j'en sais rien. Mais je sais qu'il a dit un truc très sympa. Il a dit le sport, c'est le meilleur médicament. Ouais. Alors, c'est peut-être pas de lui, sûrement. C'est Hippocrate. Voilà. Je cite Thibaut InShape et on a Pierre qui cite Hippocrate, exactement. Et le sport, c'est le meilleur médicament parce que non seulement tu te sens bien dans ton corps, mais tu te sens vraiment bien dans ta tête. Exactement. Et encore une fois, 300 abdos, 300 pompes. C'est pas ça l'histoire. Hein. C'est pas ça l'histoire. Ouais. Tu le fais si tu as envie. Moi, je sais qu'il y a 3 ans, voilà, parce que les gens, je l'ai pas encore très. J'ai balancé un peu sur mes réseaux sociaux. Il se peut que sur mes réseaux en story, j'ai mis 2-3 fois en 3 ans une petite story torse nu. Oh là là. Allez. Bah ouais. Tout d'un coup, tes followers, ça va exploser, évidemment. Franchement, je me suis dit, pourquoi je me fais chier à faire tout le reste. C'est clair. Honnêtement. x10. Franchement, voilà. Alors, j'ai pas ton physique, tu vois. Mais bon, ça va. Je disais tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un de mince. Et je me dis, tiens, j'avais envie de. Ouais. Je sais pas, j'avais envie de prendre en masse parce que j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me sentir fit. Je vais avoir 40 ans, je vais être en forme pour mon fils, en forme pour ma femme et en forme pour mon jeu. Pour mon jeu, vraiment, parce que j'ai plus le temps d'avant. Et franchement, c'est génial. C'est une motivation, c'est un gain d'énergie, c'est de l'oxygène que tu prends, vraiment que tu n'as, franchement, que je retrouve pas ailleurs, quoi. Non, parce que c'est très juste ce que tu dis par rapport au fait de se retrouver. De se retrouver, c'est faire silence. On est surchargé de bruit. Alors, on se retrouve ici à Paris. Toi, tu me disais à quel point, quand on revient à Paris, c'est un bruit sans cesse. Un bruit. Et puis, tu parles de bruit, mais même les parents, je sais qu'on a les parents derrière, on a le boulot, on a l'école, on a le stress, on a le travail, on a la vie, on a les problèmes. La vie, c'est dur à porter, tu sais. Moi, quand j'étais petit, j'avais beaucoup de réponses et peu de questions. Tu vois. Plus je grandis, j'ai peu de réponses et beaucoup de questions. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que c'est encore pire que ça, c'est qu'on n'a même plus le temps de se poser des questions. On n'a même plus le temps. Non. Ça va trop vite. C'est un train sans cesse et que, en effet, la soupape du sport où là, tu n'auras pas le temps de mettre un podcast dans tes oreilles, tu n'auras pas le temps de te trouver de la diversion ou du bruit. Ouais. Tu vas juste jouer au tennis. Ouais. Tu vas juste courir dans la forêt. Il n'y va rien avoir d'autre que toi avec toi-même, avec tes pensées. Et c'est quelque chose qui est devenu rare. Et c'est rare et ça va être, je vous dis, un gain d'énergie et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous n'aurez pas le téléphone, vous n'aurez pas un podcast, vous ne serez pas sur réseau, vous ne serez pas sur Twitch, vous ne serez pas machin. Il faut trouver ce temps de se retrouver. Le sport, c'est ça. Je pense que c'est de se retrouver et accessoirement aussi d'améliorer son physique, non pas esthétique, mais de se sentir mieux. Les problèmes de dos, oxygéné. Je sais que... Attends, j'ai vu une étude, j'ai vu un autre article là. Alors, je sais pas si c'est vrai. J'en lis des articles. Ouais, j'en lis. Ouais, je lis beaucoup, on dirait pas. Je lis pas de livres, mais je lis des articles. Non, j'ai vu un truc, c'est tombé il y a une semaine, ils disent que pratiquer le tennis, pas au niveau de pratiquer le tennis, vraiment... Ben, ça te fait genre gagner 7 ans de vie. Par rapport à qui? Par rapport à Madame Michou. Genre ça m'a tué. Madame Michou, vous allez bientôt mourir. Oh, non, mais ça m'a tué. Ah, tu fais 3 jongles, tu gagnes 10 cm. C'est vraiment des articles incroyables. Non, qui écrit ces articles? J'ai vu ça récemment, tu vois. Mais tu vois, par exemple, j'ai repris le tennis il y a 2 mois. Ah, mais faut qu'on joue alors. Alors attention, j'ai repris. Moi, ça fait 25 ans que j'avais pas joué. Pareil. Je suis cassé. Faudrait qu'on joue. Ouais. J'étais avant 15-2, mais j'avais 15 ans. C'était il y a 20 ans. 15 ans à 15-2. Voilà. Ouais. Maintenant, je suis 30. T'es 30. Non, mais moi, je suis encore. Je réapprends à servir, tu vois. Oui, pareil. Et je joue avec mon primeur. D'ailleurs, que j'ai. Non, c'est vrai, je joue avec mon primeur. J'ai eu du temps. J'ai un primeur que je connais depuis 1 an et demi. Et j'y vais tous les vendredis et on a sympathisé. Et il voulait se remettre au tennis. Et le fait de rejouer 1 heure le lundi. Non, moi, je joue le lundi 1 heure, tu vois. Et ben, franchement, c'est vraiment pas une épreuve physique, mais c'est un exercice physique que je n'ai pas ailleurs, tu vois. Même quand je fais du sport. Parce que déjà, ça te crève de fou et ça te fait sortir tout ce qu'il y a. Je vais pas dire tout ce que tu as de mauvais, mais ça exorcise pendant 1 heure tout ce qu'il y a de néfaste à l'intérieur. Et quand tu ressors de ça, t'es tellement bien. Et puis pareil, t'as envie de t'améliorer. Là, je suis retombé dedans. Alors, mon coup droit, mon ci, mon ça, etc. Et pareil, donc en fait, dans ta tête, t'es stimulé, dans ton corps, t'es stimulé. Et c'est vraiment incroyable. Après, mais je comprends. Quand t'es pas là-dedans, moi, j'ai fait du sport depuis tout petit. Comme je te l'ai dit, j'ai toujours eu besoin, j'ai toujours adoré la performance, j'ai toujours aimé le jeu. Moi, je suis quelqu'un qui aime le jeu. N'importe quel jeu. Mais bien sûr. Tu sais. Hein. Mais c'est pour ça que tu vois, tu mets le doigt sur un truc de le tennis, etc. Et qu'il y a un gap qui s'est creusé avec le monde du fitness. Ouais. Le monde du fitness, il est né de la PPG, la préparation
physique générale qui était... PPG, on dit ? Ouais, PPG. Tu dis ça en dîner mondain pour te la péter, en fait. Je vais sortir ça. PPG. Non, c'est vrai que le PPG... Voilà, la PPE aussi. Le PPE, c'est n'importe quoi. C'est venu de un préparateur physique. Normalement, il est là auprès de l'athlète. C'est pas l'entraîneur. C'est un préparateur physique. Il est là pour améliorer les qualités athlétiques d'un athlète pour qu'il performe mieux dans son sport. Par exemple, il lui manque de la vitesse, de la puissance, de la musculature, etc. Donc, c'est vraiment un ingénieur, tu vois, complètement. Le côté athlétique. Ils ont pris ça, qui était un complément du sport, par exemple d'un footballeur ou d'un tennisman. En complément, ils faisaient la préparation physique pour en faire un sport à part qui est devenu le fitness. C'est-à-dire, tu vas soulever des poids à la salle, mais c'est une fin en soi. Tu vois, il n'y a pas de sport derrière. Oui. Alors, moi, je suis préparateur physique, c'est mon boulot. Mais normalement, un athlète, il a la pratique principale. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et après, à côté, il muscle, et machin, etc. Exactement. Seulement, il ne faut pas confondre, parce que là, on adule ces gens-là, généralement pour le côté esthétique, mais après, aussi pour le côté performance. Ouais, il a fait un soulevé de terre, ou il a fait il a combien, il a machin. Voilà. Et puis les réseaux sociaux encouragent ça. C'est ça. Alors que pour moi, la vraie performance, elle est dans le sport. C'est-à-dire, dans le tennis, ça embarque toutes les qualités athlétiques, l'agilité, la coordination, le système visuel, tout ça que tu n'as pas à Basic Fit. Tu vois ouais, et puis le côté physique. Moi, je suis pas autant crevé après une heure de tennis que si je me fais une heure de traction, d'haltère, de pompe. Jamais. Je suis lessivé. La vraie fatigue. La vraie fatigue. Parce que mental aussi. Parce que psychologique. T'as l'adversaire, t'as la frustration. T'as du réfléchir, frustration, tu veux gagner, tu machin. T'as tout qui rentre en jeu. C'est clair. Donc, il faut pas confondre les deux. Pour moi, le côté sportif par le jeu, par la compétition, par la frustration et tout ça qu'on connote négativement. Frustration, tu sais, c'est le truc connoté. Ah, c'est pas bien, etc. Bah, vous rigolez ou quoi ? Sans frustration, on serait pas là. Non, c'est le côté piquant de la vie qui fait quand tu veux aller t'améliorer. Eh bien, faut pas confondre ça. Pour moi, c'est les sportifs qui sont à mettre aux Jeux Olympiques sur un piédestal et qu'on doit vraiment respecter, alors que le monde du fitness, c'est cool. Je suis le premier à aller à la salle. Mais attention, c'est pas la même chose. C'est un truc qui doit servir quelque chose de plus grand. Et dans cette chose qui est plus grand, il y a justement la confrontation à l'autre, le rapport à soi, à ses émotions qu'on a dit qu'à la salle, comme tout est sur des lignes droites, des machines guidées, des machins, tu mets ton casque, t'es dans ta bulle, etc. Dans ta bulle, finalement, il y a des trucs qui redeviennent des pièges. C'est intéressant, qui à la base n'était pas là. C'est toi qui dis ça en plus. C'est bien, ça vient de toi en plus qui est un préparateur physique. Tu sais bien, mais il n'y a pas que ça. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Donc, parce que, encore une fois, beaucoup de nuances à mettre derrière ces outils-là. C'est la manière qu'on a de les maîtriser. Bien sûr. On peut en faire des choses absolument géniales, comme on peut presque tomber dans des nouveaux pièges d'addiction, de rapport au corps, et qui te... Voilà, non. Il faut faire attention. Mais c'est déjà un début. Mais c'est déjà mieux, comme on l'a dit tout à l'heure, que de zoner et fumer. D'aller à la salle, de te sculpter, d'avoir un objectif. Tu sais, en fait, je me suis rendu compte que moi, j'ai eu la chance aussi depuis tout petit, c'est d'être drivé. J'ai toujours été drivé. J'ai toujours eu envie de faire quelque chose. C'est pour ça que j'aime bien partir en vacances, mais quand j'y suis, j'aime pas le fait de partir en vacances de base. Parce que je vais pas apprendre ci, je vais pas faire ça. Et en fait, je me dis, d'avoir un objectif, être drivé dans la vie, d'avoir une motivation, je le prends comme une chance parce que il y a des gens qui n'ont pas ça. Non. Et franchement, c'est bien d'avoir ça. Et j'ai rien fait pour avoir ça. Je suis né comme ça. Je veux dire, peut-être encore une fois, peut-être une certaine ambiance à la maison. Peut-être. Peut-être. Je sais pas, c'est une éducation. Des influences ou le fait d'être bien, tu vois aussi, c'est pareil. Quand tu as une bonne éducation, quand tu as une bonne enfance, quand tu as été heureux, bien traité, tout le monde n'a pas cette chance-là. Oui, bien sûr. Je veux dire, et quand tu grandis dans un environnement néfaste, difficile, que tu as eu des contraintes mais sans jamais avoir de retour positif, et ben t'as pas envie d'être drivé, t'as pas envie d'être motivé, t'as pas envie d'être heureux, t'as pas envie de faire des choses, t'as pas envie d'apprendre des choses. Donc je vulgarise, non mais t'es en mode survie, quoi. C'est vrai. Ouais, t'es en mode survie. Moi j'ai eu la chance de ça et tu vois, depuis tout petit, je me suis jamais posé plus d'1 mois en me disant qu'est-ce que je fais. Je me dis plus en ce moment parce que je vais avoir 40 ans. Au final, après tu prends un chemin différent. On a des enfants. Voilà, etc. La vie change, mais j'ai eu la chance quand même depuis tout jeune d'être drivé par ça, quoi. Donc voilà, quoi. Et vis-à-vis de ton petit, de 8 ans, comment justement tu l'encadres d'une manière à lui permettre une certaine forme de liberté, de choisir lui-même sa voie ? Comment tu fais
pondérer l'interventionnisme, tu vois, du papa. Ouais, exactement. Tu vois, Heureusement que ma femme est là pour serrer la vis. Pour serrer la vis. Bah, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, ouais. C'est vrai que moi, je suis le côté papa cool, à faire des blagues, être tout le temps avec lui, parce qu'on le disait tout à l'heure, j'ai été à 95% toujours présent les week-ends. Et donc, il a grandi avec moi, et franchement, ça a été un plaisir, etc. J'ai jamais forcé à quoi que ce soit. On l'a mis un peu au tennis, mais bon, c'était des cours collectifs. Tu vois, je sais pas si c'était vraiment enrichissant. Là, il s'est mis au ping-pong, il adore ça. Trop bien. Je l'ai jamais. On s'est posé la question avec ma femme, est-ce qu'on décide de le mettre à 100% au tennis et que sa vie devienne que ça, et que moi derrière je sacrifie ce qu'il a autour, et que moi je sacrifie ce que j'ai autour, parce que c'est ça, hein. Tu te mets au tennis, et comme on disait peu d'élus, c'est pas genre tu vas être bon le week-end, quoi. Oui. Tu vas devenir, ta vie ça va être que ça, et tu vas te former mentalement et former physiquement et tout. Pour l'instant, voilà, il a pas encore 8 ans. Il apprend beaucoup de choses, il est curieux, on l'aime. C'est surtout plus important. On l'aime, plus important, et on l'aime à outrance. Tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de dose max. Il n'y a pas de dose max, tu vois. C'est ça. Et puis le reste, voilà, on aura le temps de l'aiguiller. Ouais, trop bien, trop bien. Vis-à-vis de l'avenir. Et l'avenir. Ouais, c'est vrai que putain, je sais même pas, on s'est arrêté. J'ai fini Tekken 5. T'as fini Tekken 5. Oui, je fais du émergent français, puis voilà. après, champion d'Europe, vice-champion du monde, voilà. Allez, c'est ça, c'est ça. Tu rigoles ou quoi? Non. On a combien de temps? On est bien sur le temps, là? Mais oui, tu as quelle heure, toi? Je sais pas. T'as moins le quart. Non, mais il n'y a pas l'heure. En fait, elle marche, je la mets pour le style. Génial, j'adore. Il est midi 2. Il est midi 2. On a encore une demi-heure. Mais c'est toi, tu dois filer aussi. J'ai quoi? Allez, 25 minutes. 25 minutes? Allez. Ok. Donc, tu le sens bien. On arrive à la fin de la carrière. N'importe quoi, moi. On arrive à la fin du parcours, on va dire. Où Tekken m'a lancé, et où après j'ai été allé en Corée du Sud. Parce que ça aussi, c'est un lien. Reconnu internationalement. Internationalement, pas une star d'e-sport. J'étais très connu dans mon pays. Après, ouais, j'ai la chance d'être. Ça, c'est un titre que j'aime bien. J'ai la chance d'être un des rares e-sportifs français à avoir été invité en Corée du Sud. Il y a eu Elki, un mec qui s'appelle Elki, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Bertrand Gros-Pellier. Pour ceux qui le connaissent moins aujourd'hui, parce que c'était il y a longtemps, c'était une star de StarCraft français. C'était le premier français. Qui avait à l'époque, il y avait un reportage sur M6, il y avait les cheveux orange. Et c'est le premier joueur e-sport français à être habité en Corée du Sud. Okay. Et c'est un génie de StarCraft. Aujourd'hui, c'est un génie du poker. C'est un mec adorable d'ailleurs, que j'embrasse, je salue. Je lui dis, apprends-moi au poker, et lui, il voulait que je l'apprenne à jouer à Street Fighter. Parce que j'étais genre pro de Street. Et moi, j'ai eu la chance d'être invité en Corée du Sud en 2010 pour passer à la télévision en Corée du Sud. Donc la chaîne, vous tapez Tekken Crash Genius. Elle existe toujours, cette vidéo? Elle est là, elle est incroyable. J'arrive, j'ai un t-shirt Neil Maurice. Et je joue contre le meilleur pôle de Corée, qui est à l'époque un des meilleurs pôles du monde. Et c'est trop bien, et je gagne, et c'est un match d'exhibition. Et je découvre la salle d'arcade. Pareil, je suis le premier Français à découvrir la salle d'arcade où les plus grands joueurs de Tekken de l'histoire se sont entraînés. Donc, honneur incroyable. Je venais d'être vice-champion du monde au Japon. Donc, j'avais gagné champion d'Europe à Londres. J'ai été emmené au Japon. Et on parle de motivation. Je raconte toujours cette anecdote. Quand j'étais en pensionnat, quand j'avais 15 ans, j'avais écrit sur une feuille de papier: un jour, je serai invité par Bandai Namco au Japon. Je me suis fait mon délire, et c'est arrivé magnifique. 8 ans après. Donc, j'ai fait ça. Fabuleux. Je découvre le Japon. Ensuite, je découvre la Corée du Sud. Et voilà, la boucle est bouclée. Ouais, la boucle est bouclée. Tu sens cette reconnaissance-là aussi sur la scène internationale, c'est ce que je voulais. Je voulais être au début le joueur reconnu en France, et puis j'ai réussi à être le meilleur pôle du monde et le premier joueur de Paul Phoenix. C'était mon personnage. C'était mon personnage. Je te reconnais. Il est la classe. Il est sur le moto. J'adore. Il a toujours été particulier. Donc voilà, hyper content, hyper heureux. Là, j'ai accompli. Accompli la mission. Mais le chemin n'était pas terminé, puisque c'était le début, en fait. C'est ça, un porte-parole sur Game One et sur certaines émissions. Ouais. Et comment ça se transforme finalement cette carrière en... Bah écoute, là on passait, tu parlais des contraintes et des frustrations. À l'âge de 23 ans, je crois, sur 23 ans, j'ai perdu mon père. Donc voilà, donc compliqué. Et tu parles des frustrations, des moments difficiles qui te font avancer. Et franchement, sans ça, je serais peut-être pas là aujourd'hui, parce que c'est ce qui m'a amené à rencontrer ma femme, et ce qui m'a forcé à me sortir un petit peu les doigts, si je peux dire. Et donc voilà, je rencontre ma femme, compliqué, j'arrête un petit peu l'e-sport, je perds mon père. Voilà, je vais habiter, je quitte un petit peu le foyer, donc je quitte ma mère, etc., pour habiter ailleurs avec ma femme. Et à l'âge de pas longtemps après, 1 an après, je bosse toujours avec Bandai Namco.
j'ai vraiment un lien hyper particulier. C'est vraiment ma famille, parce qu'avec eux, c'est avec eux que tout a commencé. Quoi. Ceux qui m'avaient accompagné à Londres pour le championnat d'Europe, avec Fred Moulin, journal de jeux vidéo que j'embrasse. Et on me dit, bah, tiens, il y a le nouveau Tekken Tag qui sort, Tekken Tag 2. On aimerait il y aura Marcus qui va le présenter au Max Linder. Micro Game Show, le US, la rencontre. La rencontre incroyable. Et elle me dit, bah écoute, viens, il présente plein de jeux, et quand c'est Tekken, tu vas jouer avec lui, vous ferez un tag, et vous jouerez contre des gens, vous ferez une démonstration de 10 minutes, etc. Je rencontre Marcus, et là, c'est vraiment le coup de foot, quoi. Il me dit, bah écoute, il me file son mail, il m'invite quelques semaines après dans son émission sur No Life. Toi qui connais, bien sûr. Je te demande pas si tu connais pas No Life. Alex Pilote, avec qui j'étais en voiture il y a 2 semaines, on était en mariage. Mais non. Si, on était en mariage. Je l'ai vu à Tokyo. Tu l'as vu à Tokyo? Mais ouais, au TGS. Grand fan du Japon. Non mais c'est une des personnes qu'on ne cite pas assez souvent. On ne cite pas alors que c'est un grand monsieur. On lui doit énormément. C'est un grand monsieur, on lui doit énormément. Toi qui aimes la Japan culture, il a énormément contribué. Il a tenu No Life comme jamais. C'est un mec en or. C'est un mec qui est dans le métier, qui a un métier d'acier. Et il m'a accompagné, on était à un mariage, et il m'a accompagné en voiture. J'ai passé un moment en voiture avec lui. Franchement, c'était le plus long moment que j'ai passé, parce qu'on se voyait à droite à gauche, évidemment. Et on l'embrasse, Alex. Incroyable. Et du coup, No Life, c'était un moment où Marcus faisait pas que Game One, parce qu'il est parti de Game One, il est revenu, etc. Bon, c'est d'autres. Il vous expliquera quand il recevra Marcus. Voilà. Je te l'envoie. Je le vois demain, parce on est en direct demain pour la team. Je lui dirai de venir. Avec grand plaisir. Et il me dit, bah viens, on fait un level 1, du coup, chez Marcus. Voilà. Et il m'envoie, genre 2 jours après, il me fait, écoute, Genius, alors c'est Marcus, tu vois, c'est notre légende à tous. Genius, écoute, voilà, je te remercie d'être venu, je vais te dire, je pense que t'es fait pour ça. Il m'envoie un truc, je pense que t'es fait pour ça. T'as le truc, t'as vraiment quelque chose. J'aimerais qu'on aille plus loin, et j'aimerais te présenter aux gens de Game One, aux gens de la chaîne. À l'époque, il venait de commencer à animer Game One eSport. Ouais, d'accord. Avec KNE, qui elle était arrivée sur Game One 1 an avant, je crois. Tu vois, et au bout d'1 an, il a dit, bah moi l'e-sport, j'en ai rien à foutre. C'est vrai que Marcus et l'e-sport, c'est pas compatible. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, c'est pas. Parce que ton pouce comme ça. Non, tu mets pas un esquimau dans le désert, quoi. C'est pas son domaine, quoi. Et il dit, bah voilà, pourquoi pas. C'est Marcus qui a l'idée il voulait partir, il fallait quelqu'un pour driver en même temps que Caillou, pas laisser Caillou, je pense, toute seule animer. Et il s'est dit, bah ce serait bien d'avoir un duo. Avec KNE, on se connaissait déjà depuis un moment. Je te dis, on était les 2 figures emblématiques en France du versus fighting. Ce serait bien de vous tester tous les 2. Voilà. Donc, il m'a fait rencontrer les directeurs de la chaîne. On a fait un test. On a fait 1 an de Game One eSport. Et de là, après, c'est parti. Après Game One eSport s'est arrêté. On a fait Team G1, la fameuse émission Team G1. Qui a repris le mercredi sur Twitch, qui s'appelle La Team. Trop bien. Et j'ai eu 13 ans de Game One. Ça fait 13 ans que j'ai fait Team déjà Game One. Après, et puis, j'ai la chance de faire plein de choses. J'ai fait 2 ans sur Canal+, où j'ai participé au Canal eSport Club, donc, qui était la première émission eSport de Canal+. Donc j'ai eu la chance vraiment de, comme tu dis, pour répondre à tes questions, de véhiculer vraiment le message d'eSport, d'expliquer ce que c'est l'eSport, de jouer contre les gens au salon, de faire des conférences à travers mes réseaux sociaux, d'organiser des tournois, de faire des tournois, d'en créer et d'en faire. Et franchement, ça a été être un des porte-parole et essayer de, encore une fois, à ma petite échelle, de véhiculer, de parler d'e-sport, d'expliquer ce que c'est, de vraiment déstigmatiser. C'est ce que je peux dire, on avait du boulot. Punaise. Il y avait du taf. Jeux vidéo, alors déjà c'est quelque chose, alors e-sport derrière, tu dis le sport, ça se pratique comme un sport, alors là t'as l'impression d'avoir tué quelqu'un. Donc voilà, mais grosse rencontre avec Marcus, et puis Game One, puis après il y a la Web TV, le stream, qui était la première et la seule Web TV au monde qui a marché. On avait des programmes comme une grille. C'était génial. C'était vraiment génial. C'était fabuleux. Moi, je peux te dire que je regardais les émissions quand tu étais là. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Attends, un grand monsieur. Non, mais c'est vrai. Je savais pas que tu connaissais le stream. Ouais, le stream, je connaissais bien, je regardais bien. C'est là où quand même j'ai découvert plus en profondeur certaines personnes comme Ken Bogart, comme certains présentateurs. Ken, exactement. Et toi, quand tu étais là, vraiment, c'est pas parce que je te dis ça parce que t'étais là. Vraiment, je me tapais des barres, comme on dit, comme disent les jeunes. Taper les barres, exactement. Et en plus, je pouvais rire. On avait plus de liberté qu'à la télé. Ce côté-là, on a un peu. Bon, Game One,
on se marre et tout. Mais là, c'était vraiment une bande de potes. En fait, tu pouvais mettre ça dans le fond. Tu rigolais. Tu rigolais. Et puis, tu avais des émissions de tous les thèmes. C'est là où j'ai animé ma première matinale. Ouais. On faisait des émissions de talk, d'e-sport, de jeux vidéo, cinéma. C'est là où j'ai intégré l'équipe d'Allociné. Oh, qu'est-ce que c'était bien ça. C'était trop bien. Pourquoi ça n'existe pas? Et ben voilà. C'est terrible. Allez, je m'en vais. Je m'en vais. Je quitte ce plateau. J'ai fait Duel en famille, là. J'ai fait le jeu télévisé de Cyril Ferraud il y a quelques semaines. Ce qui me régale. De quoi? C'est quand ils mettent des jeux, des quiz. Ouais. Tu as des quiz. Et toi, quand ils disent, on t'entend parler dans le fond parce qu'on te filme même pas, et on entend ta voix qui dit c'est trop bien. Ouais, c'est trop cool. C'est trop bien. Tu sais, parce que j'adore le jeu. L'enfant. Mais j'adore le jeu. Je suis un amoureux du jeu. J'aime le jeu. Et puis en plus, avec Quiz Ciné, j'adorais. Donc ça a été Webedia une expérience fabuleuse. Ça me permet de découvrir Twitch parce que moi, je venais de la télé. Et j'étais un des rares, voire un des premiers, ou voire même le seul à être un des mecs de la télé qui arrive sur Twitch. Je te parle pas aujourd'hui des mastodontes comme Samuel Etienne qu'on salue, Michel Simès, etc. Et moi, j'arrive, et franchement, à début c'était jeuxvideo.com. Et j'arrive sur cette web télé et je découvre un monde, mais vraiment une espèce de bulle créative absolument extraordinaire. Et je vois des émissions du matin au soir, et en plus, c'était la grande époque. On cartonnait, t'avais pas encore les gros géants solo, tu vois, qu'on voit aujourd'hui. Et franchement, c'était fabuleux. Et moi, je connaissais rien. Je connaissais Norman fait des vidéos, Cyprien, Squeezy. Oui, c'est ça. Et alors que, tu sais, les mecs, c'était des stars de Twitch. J'avais animé une émission qui s'appelle Legends of Gaming, où il y avait 8 gros talents comme Domingo, comme Zerator et tout. Et je les connaissais pas, les mecs. Je connaissais pas. Et je dis, mais c'est qui? Moi, j'ai vu à la télé, je ne suis pas consommateur. Là-bas, je suis pas consommateur de YouTube, ni de Twitch, tu vois ce que je veux dire? Et franchement, ça a été fabuleux. J'ai appris beaucoup. J'ai été très bien reçu. Et ça a fait mon expérience aussi. Je m'en rappelle. Je suis très content parce que ce que tu me dis, ça me fait plaisir. Et je rencontre beaucoup de gens qui, comme Game One, ont beaucoup de souvenirs de le stream et qui me disent j'en aimerais que ça revienne, la matinale, les talks, le récap. C'était génial. Il n'y a jamais eu une web TV comme ça. On a fait ça pendant plus de 6 ans. Tous les jours. Franchement, c'était une performance. Bravo d'avoir instauré ça. Vraiment. Et une équipe de fous, on était 20. Tu vois, et puis des talents émergés là-dedans. Enfin, franchement... C'est Magla, Magla qu'on voit, qui a été avec nous au début et tout, qui est aujourd'hui une star absolue et tout. Donc, c'est des beaux souvenirs tout ça. Ah, trop bien. Mais ça ne demande qu'à revivre peut-être d'une autre façon. Ça demande qu'à revivre d'une autre façon. Écoute, on espère. Je sais pas comment, mais ça pourrait, parce que la boucle est bouclée. Voilà, on a fait les streamers solos sont bien installés depuis un moment et moi je sais qu'on me demande beaucoup. Il n'y a pas une semaine, on me demande pas de revenir en matinale ou de refaire un talk, etc. Donc, tu verras. On verra. Tu verras. On verra. Mais j'ai ouï dire. Tu as ouï dire. J'ai ouï dire que le monde de l'acting. Il a ouï dire pourquoi ça. Pas Pourquoi pas cinéma, bon. j'ai envie de dire. Le grand écran. Cinéma, pas la petite lucarne. Non, la petite lucarne. Attention, tu l'as, bien sûr, le grand vivre. Joli, bravo. Alors, le Cinoche, est-ce que je suis tout seul à y croire? Je sais pas. Est-ce que c'est déjà pas mal. Bien l'acting. Là, je suis le mec intelligent, beau gosse. Hop, on enlève. le Gugus. Non, comme je t'ai dit, et tu le sais, je l'ai répété 652 fois, je suis un grand fan de cinéma. Ma vie a été drivée en même temps. Réalisateur préféré? J'adore Scorsese. Ok. J'adore Scorsese. J'adore Alexander Payne, qui est moins connu, vraiment, qui fait des films fabuleux. J'adore, et vraiment depuis peu, on va dire, Paul Thomas Anderson. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que voilà, j'ai vu très peu de... Après, des grands classiques, Spielberg. J'adore Kubrick, parce qu'il a des œuvres difficilement adaptables et adaptées, mais que j'aime beaucoup. J'aime aussi, j'ai un gros amour pour le cinéma français. Tu vois. Des acteurs classiques, Feu Bacri, Gérard Lanvin, Michel Blanc, Nino Ventura. Franchement, je suis un amoureux de Funès. Ah bah oui. De Kaamelott aussi. Kaamelott donc. Kaamelott, j'ai découvert ça, tu sais, très tard. Ah ok, d'accord. J'étais pas à la base fan. Je connaissais Astier en tant qu'acteur moins que de ce que ce qu'il a fait. J'ai reçu sur le podcast Thomas Cousseau qui joue Lancelot. Oui, non. Incroyable. C'est une personne extraordinaire. Super gars, il paraît. Ah ouais, vraiment super génial. Bah franchement, ce qu'ils ont fait avec Kaamelott et tout, c'est Marcus dit que Alexandre Astier, c'est votre Georges Lucas à vous. Oui, c'est ça. Mais oui, parce qu'il y a une saga derrière. Une saga, c'est même plus fort, parce que George Lucas, il y a Spielberg, il y a d'autres, il y a Mastodonte, ça a été repris après par d'autres, etc. Astier, il a tenu le cap tout seul. Tout seul jusqu'au bout. Et il le tient encore, d'ailleurs. Il tient encore, ouais. Mais j'ai découvert Kaamelott, franchement, pendant le Covid, je crois. Ouais. Tu vois, j'avais jamais vraiment regardé. Donc franchement, le cinéma a toujours
accompagner ma vie. Je parle souvent avec des potes, je parle en réplique de films des fois, souvent. C'est ça. Je parle en réplique de films. Petite lucarne insupportable. Petite lucarne. Mais oui, petite lucarne, si tu n'as pas le dîner de con, le dîner de con, tu vois. C'est insupportable. Franchement, des fois, on est chiant. Franchement, on est chiant. Des fois, je me rends compte et je fais, on va arrêter parce que c'est chiant. Mais j'adore faire le parallèle aussi avec des films, j'adore prendre des citations de films. Dans les films, on apprend plein de choses. Moi, des fois, à chaque film, je vais regarder le wiki, j'apprends ce qu'il y a dedans, etc. J'ai même créé le jeu des acteurs. Je te donne deux acteurs, tu me dis dans quel film ils ont joué. C'est fabuleux. Bon, et du coup, je me dis, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je trouve que c'est fascinant. Pourquoi ? Je vais te répondre comme si j'étais acteur, alors j'en suis pas du tout. Alors pourquoi ? Parce que j'ai toujours aimé l'image, on va dire, le désir de pas jouer quelqu'un d'autre, mais d'être quelqu'un d'autre. C'est ce que je veux dire. Et je pense que la beauté dans l'acting, c'est non seulement tu racontes des histoires, c'est non seulement tu rentres dans la tête des gens, dans la vie des gens, tu vois comme on l'est. En fait, tu rentres vraiment dans le cœur et la vie des gens. Mais pouvoir être quelqu'un d'autre pour chaque film, je trouve que c'est quelque chose d'absolument fascinant et merveilleux. Moi, des fois, je me souviens d'acteurs qui m'ont transporté, je me souviens d'eux dans des rôles, je me dis putain, mais c'est pas l'acteur, c'est lui, quoi. C'est le personnage. Et toute ma vie, ça m'a accompagné. Et moi, de faire ça m'a toujours fasciné. Je suis passionné de cinéma. Et je sais pas si je rêve d'être acteur ou c'est juste l'idée de faire de l'acting qui m'attire. Ça, de te transformer. Ou alors peut-être que je sais pas, peut-être que c'est pas pour moi parce que déjà je sais pas si je suis bon, peut-être pas, et peut-être que c'est un métier difficile ou peut-être que c'est un métier qui peut pas me plaire, je sais pas. Du coup, je me suis lancé récemment, j'ai une agent qui s'appelle Elvire que j'embrasse chaleureusement. Et voilà, bon, j'ai fait un casting pour l'instant, mais c'est pour une pub. Commence par ça. Voilà, on commence par ça. Mais franchement, et en fait, il y a très longtemps, on a fait une émission à le Stream. Mais oui, c'était IRL, c'était Zulu IRL. Zulu IRL, non, c'était Stream IRL. T'as comment ça s'appelait l'émission ? C'était une émission où on faisait un truc dehors. Et un jour, on va au cours Florent. Et on fait le truc, on se marre. J'étais avec plein d'amis, Dina et tout, Marie Palot, que j'embrasse, ma sœur. Et à la fin, le prof, qui est un prof assez installé, beaucoup d'expérience, qui a bossé avec des grands, il me sort un truc vraiment encourageant. Genre vraiment encourageant. Et putain, en fait, ce truc-là, ça a été une malédiction parce que ça m'est resté. En fait, s'il m'avait rien dit, le gars, franchement, je serais en mode. Tu vois, je me suis dit, attends, il y a peut-être quelque chose. Et je suis toujours fasciné, tu vois, quand je vais dans un avant-première, j'adore le milieu du cinéma, j'adore le film. Et je suis vraiment. Moi, jamais je vais regarder un film en accéléré. Jamais je vais. x2, c'est terrible. J'ai des gens qui font ça. Je ne sais pas. Je connais un ami. Tu vois Xari ? Xari, qui était chez le Stream. Le Stream, voilà. Xari, il fait ça des fois. Je dis, comment tu fais, quoi ? Je peux regarder un film 150 fois. Je suis obsessionnel. J'aime connaître les dialogues par cœur. Je vais jamais aller aux toilettes et pas faire pause. C'est ce que je veux dire. Ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment, j'adore ça. C'est une vraie passion. Et j'aimerais proposer, tu sais, comme je l'ai fait avec, tu sais quoi, la caméra et les émissions, et ce que j'ai proposé avec le Stream, tu vois, ce que tu ressens, et ben, ça a été un moyen pour moi de faire rire les gens et d'apporter un peu de joie aux gens. Tu vois. Et ben, l'acting, j'aimerais proposer des prestations différentes et proposer une autre aventure, quelque chose d'autre aux gens. Tu vois. Mais, petit détail, personne m'attend. 2, je ne sais pas si je sais jouer. 3, j'ai pas de contact. 4, j'ai pas fait des marches. À part si agent, j'ai quand même fait des marches. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai fait une pub pour Tekken 8. J'étais invité en Thaïlande et du coup, je suis dans le spot officiel de Tekken 8. C'est un honneur incroyable. Ça aussi, honneur incroyable. Après, c'est Bandai qui m'ont dit, écoute, après 20 ans, tu es une des figures les plus emblématiques. Tu seras dans le spot. Bon, j'ai 4 secondes. Mais on me voit, je suis au milieu. Je suis au milieu des trucs. Je suis au milieu des trucs. Et le mec qui s'occupait de ce tournage en Thaïlande, il m'a dit, écoute, j'ai cet agent-là. Donc, pour répondre à ta question, j'aimerais bien tenter. Moi, ce que tu me décris comme situation... Qu'est-ce que je te dis ? Dis-moi. Qu'est-ce que tu viens de me dire ? Comment tu le vois ? Voilà. Tout ce que tu viens de me dire. Si j'analyse d'un œil externe, que tel Sauron qui voit tout, non, ce que tu personne m'attend... etc., tout ce que tu m'as dit, en fait, c'est la situation exacte que tu avais à 17 ans sur la scène de Tekken. Sauf que t'as vu quand je réfléchis différemment, plutôt que me dire je vais tout casser machin. T'as vu comme je suis défaitiste. T'as vu comme je suis. Non, parce que tu pars avec la motivation quand même de te dire j'adore ça, etc. Tout ce que tu viens de nous dire. C'est déjà bien, mais j'ai pas la démarche et j'ai pas la motivation et surtout c'est pas que j'ai peur, mais j'ai pas confiance en moi là-dessus. Tu vois, sans savoir de me dire. Ce qui est con, parce que si ça se trouve, on sait pas. Ça se trouve, je suis un acteur génial. C'est clair. Non, mais après, la confiance, tu sais, c'est une histoire de point de vue. Parce que tu pourrais dire, tous les plateaux télé que j'ai fait, toutes les prises de parole publiques, etc., c'est pas que c'est la même chose, mais c'est quand même des choses... C'est formateur. C'est très formateur. Bien Et sûr. puis les gens répondent. Parce que si tu as le succès que tu as de nos jours, c'est que ça marche bien sûr. bien. Non, je plais aux gens. Les gens me trouvent assez sympathique et assez, attention, drôle en général, même si on peut pas plaire à tout le monde. Non, mais je me dis, c'est... Franchement, je sais pas. À tenter.
Attends, essayez, trop bien. En tout cas, tu seras invité au César. Ah, c'est vrai. Si tu l'as dédicace. On a besoin d'un coach CB. Je serai cité. Je pense qu'on arrive à la fin de notre temps. Ouais, on a fait, je crois, une des plus grosses interviews que j'ai fait. Hein. Ah ouais? Franchement, on a fait quoi, 1h45 là? Au moins, parce que j'ai réservé pour 2 heures, de toute façon. Ouais, c'est vrai. On embrasse les gens de la régie. Ah oui, incroyable. Alors ne coupez pas la caméra parce que coupez pas. On a quand même. Le questionnaire. Oui. Oh, j'adore ça. Ça va faire mal. Ça, c'est comme un jeu, j'adore ça. Ça va faire mal. Faut répondre quoi? C'est la vérité? T'es prêt? Non, c'est rapid fire. Ah, rapid fire. Donc, faut répondre que des mensonges. Ça serait pas mal, ça, tu vois. Ouais, grave. Dire que de la merde. Faut quoi? Faut pas prendre de temps trop et répondre. Tu as le droit d'expliciter un petit peu, mais normalement, ça débite. Ça doit sortir d'un coup. Ouais. Putain, j'adore ça. Alors, rapid fire, monsieur Norman Genius. Oui. MGS, Metal Gear Solid ou Splinter Cell? Est-ce que je peux dire les deux? Est-ce que c'est le mec qui est là? Parce que je suis fan. J'ai été fan. Splinter Cell a apporté un coup de frais. Ok. Et un côté différent. Et Splinter Cell 2, Pandora Tomorrow, est un des plus grands multis jamais fait. Ouf. Mais pour la révolution, MGS. Ok, d'accord. Voilà, désolé, je dis plus rien après. Okay. Federer ou Nadal? Federer. Merci, mon Dieu. Et j'ai un grand respect pour Nadal. Pour l'homme et pour bien sûr. Pour l'homme déjà et pour son mais on ne touche pas à Dieu le Père. On ne touche pas à Dieu le Père. GTA 6 ou Crimson Desert? Ah bah j'ai pas encore joué à GTA 6. Oui, non, mais de base, je sais. De base GTA 6. Ok. GTA. Mais Crimson Desert, exceptionnel. One Piece ou Naruto? Est-ce que je vais te dire un truc qui va te choquer? Ouais, tu les as pas lu ni l'un ni l'autre. J'ai ni vu, ni... De près ou de loin? Si, j'ai vu 1 ou 2 épisodes de Naruto. Ok. J'ai jamais vu un épisode de One Piece. Jamais. Et on m'a souvent comparé à Rock Lee. Ah, ouais. Ok. Parce qu'une fois, j'ai mis mes mains dans la glace pour m'entraîner à la... Parce que quand j'étais petit, j'étais stressé. Ouais. Et m'entraîner à la peur qui te frise les doigts quand tu joues. Du coup, j'avais fait ça. Et un mec, il m'a dit, putain, mais t'es pas que doué, t'es un prince de l'effort. C'est ça, Rock Lee, non? Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais. C'est vraiment dans le shonen neketsu, tu vois, dans les mangas pour garçons où le héros se transcende par l'effort. Il est un peu la représentation parfaite de ça. Quoi. Bah c'est pour ça qu'au début, je disais, ah bon? Et moi, je compris Rocky. Et du coup, je suis allé voir Rocky, c'est qui? Et j'ai vu l'épisode, tu sais, où il a des poids. Stallone, ouais, d'accord. Ah, fabuleux. Ouais. Mais c'est clair, il enlève tout. Etc. Fabuleux. Je pense que tu aimerais beaucoup. Voilà. Mais bon, je vais pour Naruto, du coup. Naruto. Ok. Une question un peu large, mais ton livre préféré? Le joueur d'échecs. Ah, bien. Stefan Zweig. Bon. Encore une fois, c'est détermination, c'est obsessionnel, le côté obsessionnel. Ouais. Et c'est un des 2 livres que j'ai lu. Non, c'est le mec. Et c'est le seul que j'ai lu. Donc je pense que c'est le seul que j'ai lu. Non, j'en ai lu. J'aime beaucoup Tom Wolfe. Je citais Tom Wolfe, qui est un peu difficile. John le Carré. En fait, mon père aimait bien, donc je m'intéressais un peu. Mais je vais pas faire le mec qui lit. J'ai lu un peu dans ma jeunesse, mais voilà. Mais le joueur d'échecs, je l'ai lu plusieurs fois. C'est un sacré livre. Ah, c'est très très beau livre. En effet, très bonne réponse. Ouh là là. Alors vraiment celle-là, elle fait mal. Tu vas me regarder. Top 3 de films ever. Top 3. Alors là, c'est tellement dur. Ouais, là, c'est quoi? Alors, tu sais, vas-y. Je te fais... Bon, je vais répondre, c'est pas forcément... C'est fait partie des 3. Casino. Ouais. Orange Mécanique. Ouais. Et Marche à l'ombre. Ouh. Hein, on va citer comme ça. Ah, très bien, voilà. Très bien. Ça me va très bien. Voilà. Magnifique. Ton joueur de versus fighting préféré? Nisama. Ok. Qui est grand pour moi, même si c'est plus le plus titré, mais ça reste pour moi le plus emblématique. Alors moi, j'en avais un autre en tête. Ah, vas-y, ouais. Tu peux affronter Daigo. Ouais. Sur un autre jeu qui n'est ni Tekken ni Street Fighter. Tu l'affrontes sur quoi? Alors, j'ai déjà affronté Daigo quand j'étais joueur pro de Street Fighter 5. Ah mon Dieu, cette vidéo, tu sais, de 2000, je sais pas combien, où il fait le retour. Le fameux comeback. Le fameux comeback. 2004, bien sûr. Je pense que je l'ai vu 30 fois. 30 000 fois, 30 000 fois. Je suis même pas un joueur, mais je pense que ça, tu vois, ça a été un boom dans le versus fighting incroyable. Tout le monde, tu vois, ceux qui ne connaissent pas le versus, ils peuvent pas comprendre. Ils connaissent tous ça. Oui, mais oui, connaissons-moi ça. Moi, je connais pas, je connais ça. Grand monsieur des versus. Mais un peu plus mis, on va dire, pas sur côté, mais mis un peu plus haut que par rapport à ses stats. Oui, c'est ça. C'est le héros du peuple. Voilà. Mais c'est pas du tout pour moi. Tu vois, par exemple, je vais le citer, même s'il est vraiment incitable parce qu'il a des casseroles. Un mec qui s'appelle Infiltration. D'accord. Infiltration, c'est un joueur coréen qui, lui, est un génie absolu. Oui, il a gagné les niveaux plein de fois sur Street Fighter 5, Street Fighter 4, 5, les 25 ans, machin, Showdown, etc. Mais bon, c'est notre histoire. Mais Daigo, si je devais l'affronter, je l'ai affronté une fois sur Street Fighter 5. C'était très serré, mais il m'a battu. Okay. Je l'affronterai sur Tekken pour voir ce qu'il vaut. Non, t'as pas le droit. Ni à Tekken, ni à Street Fighter. Sur Multiversus. Ok.
C'est un platformer de Warner qui a failli être une révolution, qui a commencé à l'être, puis qui est un petit peu, qui a un peu chuté. Ouais, c'était, je devais être pro sur ce jeu. C'est un Smash Bros like, mais avec des personnes Warner. Donc, je vais le mettre sur Multiversus. Ah, ok. Ouais. Ok, voir ce qu'il vaut. Et voir ce qu'il vaut. C'est clair. Mais grand monsieur Daigo, évidemment. Ah, c'est clair. Sushi ou ramen? Sushi, j'aime beaucoup les deux. Moi, je suis un fan de nourriture asiatique. Je mange que ça. Bien sûr. Évidemment. Je ne vais pas te dire ça, toi. Nourriture nourriture préférée? Chez les Japonais? En overall. Overall? Vas-y, tout de suite. Tout de suite ton plat. Unagi-don. L'anguille sur le riz. Ah ouais. Je pense quand j'arrive au Japon, c'est le premier truc que je prends. Que tu te fais. Ouais. Vas-y, vendu. Imbattable. Vendu. Qu'est-ce qui me reste? Course à pied ou musculation? Marche à pied. Ok. Je suis un grand marcheur, je préfère marcher que courir. Marche à main. Marche sur les mains. Marche sur les mains. Comme tu, pour reprendre un terme de tes collègues japonais, moi ce que j'adore c'est en forêt. Les Japonais disent prendre un bain de forêt. Le Shinrin-yoku, se faire un bain de forêt. Moi j'adore ça, j'y vais, des fois je me fais des marches de 1h30, 2 heures. Voilà. J'adore ça. J'aurais dû faire un quiz plus long. Moi, j'adore ça. Tu peux me faire 1 heure de quiz. Je sais bien, mais si je te recevais, il fallait que je fasse un quiz. Ouais, je sais, très bon. Écoute, normal, c'était un plaisir de te recevoir. Écoute, vraiment. Partagé. Merci beaucoup. J'ai passé un super moment et franchement, tu m'as régalé. T'es très bon en exercice. C'est vrai? Ouais, franchement, t'es intéressé, t'es intéressant, t'es cultivé. Donc, c'est bien quand t'interviews des gens. Et puis tu rebondis sur les trucs. Et puis, il y a un vrai échange. Donc, non, je me suis régalé. Ouais, tant mieux. J'espère que les gens... J'espère ta chaîne, eux, c'est complètement secondaire. C'est nous. Et ça nous intéresse pas. C'est des caméras, mais c'est... Non, mais ça me tient vraiment à cœur de mettre en lumière des personnes qui sont inspirantes, qui incarnent des valeurs, qui essayent de changer les statu quo, les consensus, tu vois, qui promeuvent vraiment des choses un peu plus profondes et nuancées dans tous les secteurs, tous les domaines. Vraiment, qu'on fasse des ponts, comme je t'ai dit, dans certains domaines qui devraient dialoguer, comme la santé et le jeu vidéo, par exemple. Tu vois. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de, en effet, parler à Marcus, parler à Julien Chiez, parler à tous ces gens-là qui sont les grands représentants et qui ont, parce qu'ils sont très suivis, un poids et donc des responsabilités énormes. Bien sûr, et qui ont apporté beaucoup. Et qui ont apporté énormément. Donc, merci pour toute la dose de joyeuseté, de bienveillance aussi, d'humour, de rigueur que tu peux tant que je peux. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. Et ce que j'ai voulu faire. Parce que ça a été... Moi, je pense qu'on est sur cette terre pour faire le bien et essayer tant qu'on peut, apprendre des choses aux gens. Enseigner des choses. C'est beau, putain. Faire passer des choses. Merde. Soyons vulgaires. Merci beaucoup encore une fois. Grand merci. Et à très vite, j'espère. Hasta vista. Salut.